Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour le 30e épisode du 9-10, ouais déjà le 30e. On est un petit peu en retard hein, parce qu'on a eu des petits soucis techniques, vous allez vite comprendre pourquoi on a eu quelques soucis techniques. Mais on est là, on est ravis de vous retrouver comme tous les lundis soirs, normalement à 21h, mais donc vous avez compris, hein, aux alentours de 21h pour passer une heure et demie à parler des footballs de la planète Hello, de leur actualité et d'aborder quelques dossiers. Non, t'es pas gentil, Ibra. On n'est pas autant en retard que ça et on n'a pas tout le temps de problèmes techniques, mais vous allez vite comprendre d'où peuvent venir les problèmes. Bref, on est content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Vous le voyez, il y a des personnes qui vont m'accompagner. Je vais arriver dans un instant sur le sommaire. Je vais d'abord saluer tous ceux qui sont déjà dans le chat. Et puis je vais saluer ceux qui vont m'accompagner. Il y en a un que vous voyez et puis qui disparaîtra tout à l'heure. Et vous voyez, il est revenu, comme vous le voyez, on va commencer par lui. Il est revenu à Rio, donc forcément, c'est plus le même homme. Il est à nouveau rouge et noir. C'est Marcelin Chamois. Salut Marcelin. Salut Nico, salut à tous. Ouais, ça va mieux. Ah, ça va beaucoup mieux, ça se voit. Hein. Voilà, vous voyez, un homme épanoui, c'est un homme qui vit à Rio. À mes côtés et à nos côtés aussi, deux personnes que vous allez entendre. On va commencer par celui qui est en France. Votre bot favori, hein, que vous êtes content, je pense, de retrouver. Vous ne le verrez pas ce soir, mais vous allez l'entendre. On va donc parler de football asiatique et de Corée du Sud. C'est Baptiste Mourigal. Salut Baptiste. Salut Nico, salut à tous, et je précise que nous sommes la seule confédération qui avons battu le champion du monde. Voilà, au moins, on est là. C'est vrai, il faut le dire, c'est vrai. Bravo, bravo à vous, bravo à vous. Vous pouvez peut-être rajouter une étoile là-dessus. Après, on est d'accord que c'est l'Arabie Saoudite, c'est la conf que t'aimes bien, ça? C'est la partie de la confédération que t'aimes bien maintenant aussi? C'est comme l'Australie, quoi. C'est ça? C'est de circonstances. Voilà, on est bien d'accord. Et la troisième personne qui sera à nos côtés, elle est beaucoup plus loin, d'où les petits soucis techniques. Elle est à Cuba. C'est un habitué. Si vous lisez le magazine, vous le lisez assez fréquemment. C'est Gabriel Micolon. Salut Gab, est-ce que ça va fonctionner? Salut. Écoute, on fait le test tout de suite pour voir si on entend. J'espère que ça marche. Est-ce que vous entendez? T'as une voix un petit peu robotique. Ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. On espère que ça va tenir. On espère. Sinon, au pire, on improvisera. On improvisera sans Gab, hein, malheureusement. Mais c'est pas l'idée. Donc, on va espérer que ça tient. Oui, il est très loin. Et vous imaginez que la connexion Internet à Cuba, voilà. Voilà, je vais pas donner des noms d'opérateurs français parce que je veux pas me fâcher avec qui que ce soit, hein, surtout que voilà. Mais bon, bref, voilà. On est en place, vous êtes en place. Merci, bonsoir à ceux qui sont à rigueur. Un 9-10 sans souci technique n'est pas un 9-10 digne de ce nom. La semaine dernière, il n'y en a pas eu. Hein. Et on a bien démarré en retard aujourd'hui. Voilà, on a démarré en retard, donc on va avancer. Le son est saccadé. Ouais, on va voir. Hein, Nostromo, si ça tient tout à l'heure quand il fera la rubrique, justement, je vais aborder le sommaire que je vous montre. Le voici. On va démarrer comme d'habitude par quelques news. On va faire un point, justement, on va revenir un petit peu sur la Copinha. Avec Marcelin, puisque je disais, il est rentré à Rio, mais il était à Sao Paulo ce week-end pour assister notamment à la finale de la Copinha. On va en parler. On va revenir également sur le Sudamericano U20 qui va démarrer son hexagonale finale à partir de demain. Et puis, on parlera de ce que j'appelle la Conca Conmebol, ce rapprochement entre les deux fédérations Nord et Sud que certains attendaient tant avec des yeux remplis de dollars. Bref, on en parlera dans un instant. Et ensuite, deux dossiers pour ce 9-10. On va d'abord parler des Coréens qui arrivent en Europe et on va se poser la question justement avec Baptiste de savoir si c'est une vraie bonne idée ou pas. Vous imaginez que si on se pose la question, c'est que la réponse n'est pas forcément très positive, on y reviendra. Et donc, je le disais, on va ouvrir une page football cubain. On va parler un petit peu du football à Cuba. J'espère avec Gabriel, mais oui, ça va tenir, on va y croire. Et donc, on parlera de ce football cubain. Vous allez voir que c'est un petit peu compliqué aussi. Il y a des choses bien et des choses moins bien. Et on terminera, ils sont de retour, messieurs, dames, oui. On terminera avec les Golasso Hello. La plupart, non. Beaucoup de nos championnats, surtout latino-américains, ont repris. On a donc de quoi faire une vraie belle sélection. Et voilà, vous verrez, voilà, c'est pas mal. La sélection de la semaine est pas mal, donc les revoilà. Obligé, le but de Pedro, eh bien, je peux déjà te l'annoncer, il n'y est pas. Voilà.
Marcelin n'a pas fait de lobbying pour Pedro, je pense que voilà. Donc il n'y a pas le but de Pedro, vous verrez, il y a d'autres buts. On en verra ça en fin d'émission, vous le verrez si vous écoutez cette émission en replay, notamment sur les plateformes de podcast et que vous avez que le son. Je vous invite à venir voir donc cette partie Golasso Hello sur les rediffs sur Twitch, le temps de la durée de vie des replays sur Twitch, c'est pas long, ou alors sur YouTube. Voilà, on va pouvoir y aller, on va même y aller, on va commencer avec les news de la semaine. Et on va commencer avec toi, Marcelin. Donc, je le disais sur les news de la semaine, on va démarrer par la Copinha. Tu étais à Sao Paulo ce week-end. C'était samedi, hein, il me semble, à la finale. Mercredi. Mercredi, on est quoi? Ah oui, c'était si vieux que ça. Ouais. Je suis perdu. Bref, c'était la semaine dernière. Voilà, hein, on l'a refait. Tu étais à Sao Paulo la semaine dernière, Marcelin. On avait parlé de la Copinha lundi dernier, et donc tu as assisté, c'est vrai, on en parlait en plus la semaine dernière, on donnait la date, de cette finale entre Palmeiras et l'América Mineiro. Là, pour l'un coup, j'ai bon, je pense. Et bien, voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette finale, comment ça s'est passé en dehors et sur le terrain? Alors, ouais, donc la finale a eu lieu au stade Caninde à São Paulo. L'année dernière, la finale, c'était Palmeiras Santos et c'était à l'Allianz Park, donc le stade de Palmeiras, que j'ai pu voir aussi pour un Palmeiras São Paulo. Et la veille aussi, Guillaume est arrivé, donc Guillaume qui était là la semaine dernière, et on a pu voir ensemble Corinthians Guarani à l'Arena Corinthians. Donc deux stades qui ont été inaugurés en 2014, deux stades vraiment modernes. J'ai beaucoup aimé l'Arena Corinthians qui est assez incroyable. Parce qu'à l'intérieur, tu as l'impression d'être dans un centre commercial, mais je trouve que c'est assez bien fait. Et puis par contre, dans les tribunes, derrière les buts, il n'y a pas de siège. Donc c'est un stade moderne, mais qui a quand même une âme. Donc j'ai bien aimé ce stade. Mais Caninde, c'est une autre histoire. Donc c'est le stade de la Portuguesa, donc le cinquième grand club de São Paulo. Et la dernière réforme d'envergure du stade, ça date de 1972. Donc on est vraiment dans un stade à l'ancienne, mais du coup qui est dans l'esprit de la Copinha. Et puis en plus, comme Palmeiras était en finale, il y avait une très bonne ambiance. Le stade était quasiment plein, avec beaucoup de supporters de Palmeiras. Mais je pense qu'il y avait à peu près peut-être 300 personnes dans le parcage de l'América Mineiro. Donc on voit que même si, on en a parlé la semaine dernière, c'est quand même une compétition très importante, parce que même pour une finale U20, il y a 300 personnes qui se déplacent de Belo Horizonte jusqu'à Sao Paulo pour ce match. Ouais, c'est pas la porte à côté en plus, hein, donc Ouais. Donc, faut être motivé là. Pas le trajet le plus agréable non plus. Non plus. Donc voilà, en tribune, c'était sympa. Le match aussi a été plaisant. Juan Ribeiro, donc l'attaquant de Palmeiras, qui a été meilleur buteur de la Copinha avec 9 buts, a ouvert le score. Et ensuite, l'América a égalisé sur un penalty de Renato Marquez, qui a été provoqué par Addison. Guillaume en avait parlé dans les joueurs à suivre lors de ce match. Donc c'est un joueur de 17 ans, milieu offensif, qui a été bon, qui a été décisif en provoquant ce penalty. Donc, à la mi-temps. Et puis ensuite, la deuxième période était moins animée quand même. Mais dans le temps additionnel, Patrick Silva, donc un milieu de Palmeiras qui était entré en jeu à la mi-temps, qui avait fait déjà une très bonne entrée, a marqué le but de la victoire dans le temps additionnel. Donc un dénouement sympa en plus pour cette finale. Et ça permet à Palmeiras de conserver la Copinha. Donc on rappelle aussi qu'il n'avait jamais gagné avant 2022. Là, ils en gagnent 2 de suite. Et le dernier club à avoir réalisé le doublé, c'était Santos en 2013-2014. Donc, c'est assez mérité pour Palmeiras qui, même sans Luis Guilherme, ou Hendrick même, qui aurait pu jouer Ouais, il y a ça que 16 ans. ça répond à ce que dit Ibra dans le chat. Non, Hendrick n'était pas là, hein, il a été gardé avec le groupe pro. Et ça valide un petit peu ce que tu disais la semaine dernière à propos de Palmeiras. Cet investissement dans le sens positif du terme sur la jeunesse, il continue d'être validé d'année en année, quoi. Ouais, et ça va permettre en plus de renforcer l'équipe pro, parce qu'il y a un très beau 11, mais sur le banc, c'est un peu léger. Là, le meilleur joueur du tournoi, c'était Kevin, donc, qui est l'ailier gauche de Palmeiras, qui a mis 5 buts, 5 passes décisives. Et le Shakhtar aurait fait une offre de 10 millions d'euros pour lui,
qui a été refusé par Palmeiras. Et donc, il avait joué 2 matchs avec les pros en fin d'année 2021. Mais là, je pense qu'il va vite rejoindre le groupe pro, Luis Guilherme aussi. C'est des gars c'est des U17, eux, hein, c'est ça, hein. Kevin, il a 20 ans, lui. Il vient Ah d'avoir oui, 20 voilà, ans c'est en Luis Guilherme janvier. qui est U17. Luis Guilherme a 17 ans. Et puis moi, j'avais parlé de Estevão, donc lui qui a 15 ans. Ah voilà, c'est ça. Il était remplaçant pour cette Copinha. Là, il était titulaire pour la finale. Sa deuxième période était un peu plus discrète, mais la première était vraiment bonne. On sent vraiment que quand il a le ballon, il peut se passer quelque chose. Donc, il est encore très jeune, même pour le groupe U20, mais à suivre dans les années qui arrivent. Et pour répondre à la question de Nostromo, hein, est-ce que des joueurs de Palmeiras qui ont participé à la Copinha feront leurs armes au sein de l'effectif d'Abel Ferreira? Tu parlais de Kevin qui est pas loin. On imagine que Luis Guilherme va peut-être gratter un peu de temps dans la saison. Même s'il n'a pas fait la Copinha, lui, mais il était prévu à l'origine il est au Sudamericano. Et Estevão, c'est peut-être un peu tôt, non? Estevão, oui, je pense pas que pour cette année, même là dans le U20, on sent il est encore très jeune et qu'il a besoin de se développer. Donc même pour lui, ce serait pas lui rendre service. Ouais, on n'est pas dans la même situation qu'Hendrick. Ouais, non, si. J'ai une comparaison qui est toujours inexacte, mais ça me fait un peu penser parfois genre en 2017 quand il y a eu Mbappé et Dembélé qui arrivaient un petit peu en même temps. Hendrick serait plus Mbappé où c'est vraiment une machine et on sent qu'il est prêt. Et Estevão, c'est plus un talent balle au pied, donc qui a vraiment encore besoin de se développer. Là, il a que 15 ans. Donc lui, non, mais oui, par exemple, Kevin et Luis Guilherme, je pense qu'on peut les voir très rapidement. Ouais, et comme le dit Patrice, ça travaille bien à la formation de Palmeiras. On en parlait, hein, le Marcelin en parlait la semaine dernière dans le 9-10. Hein, ils ont investi justement sur ce centre-là parce que Palmeiras n'a pas cette tradition de club formateur, très clairement, et est en train de petit à petit l'acquérir en fait, et notamment avec ses succès en Copinha. Après, ils initient un cercle vertueux dans l'histoire, puisque ça sert à attirer des gamins aussi, non? Ouais, c'est vraiment pas dans la tradition du club, mais ils ont investi dans le centre de formation qui est aujourd'hui l'un des meilleurs. Et on voit dans les résultats de la Copinha, mais aussi il y a beaucoup de compétitions de jeunes. Il y a un Brasileiro, un championnat paulista aussi, U17, U20, U17, il y a une Taça Brasil aussi, Copa Brasil, un Brasileiro U20. Et là aussi, Palmeiras se retrouve souvent en finale ou champion. Donc c'est vraiment toute l'année qu'ils ont des bons résultats. Et depuis quelques années, ça leur permet aussi d'intégrer des joueurs dans le groupe pro. Je crois que c'est sur le Brasileirão U20, 2020. Ils ont pas mal de joueurs qui étaient sortis du centre de formation. Donc, c'est sûr que c'est un bon investissement. Ah ouais, c'est ça. Alors, Ibra nous dit un truc à la Independiente del Valle. Oui, ma version, j'ai de l'argent en plus. Donc, donc c'est pas tout à fait la même histoire. Mais ouais, c'est assez surprenant. Il y a d'autres clubs brésiliens qui essayent de suivre ça. Parce qu'après, si on parle du côté de Sao Paulo, quand on imagine formation, on pense tout de suite à Santos, en fait, généralement. Il y a d'autres clubs brésiliens qui essayent de suivre le modèle Palmeiras ou pas encore? Par exemple, le fait d'aller en tournée, je sais pas. Il me semble que Vasco a fait pas mal de tournées européennes aussi. Et après, dans les meilleurs centres de formation, il y a Flamengo aussi qui a investi dans les infrastructures. São Paulo aussi, c'est costaud. Et puis Santos qui a toujours cette capacité à attirer des jeunes joueurs talentueux. Ouais, voilà, donc c'était la Copinha, tu disais, c'était voilà, vous voyez les images, vous avez vu quelques photos du stade. Là, c'est au moment de la remise du trophée, donc Palmeiras qui conserve son titre. Voilà, je sais pas si j'ai envie. Ça a parlé dans le chat de l'autre titre décroché par Palmeiras. Là, c'était ce week-end. On n'en parle pas, c'est ça? Non, il n'y en a pas eu. On n'est que les jeunes. Là. Mais pour le coup, ce qui est assez intéressant par rapport à ce match et le scénario, c'est que on parlait, alors tu vois, par rapport à la Copinha, tu l'as déjà expliqué, bon, même si ça change, Palmeiras n'a pas une tradition de formation et est en train de commencer à devenir l'un des meilleurs centres de formation du pays. Le Palmeiras d'Abel Ferreira était connu pour être ennuyeux à mourir et nous a offert une super coupe du Brésil totalement dingue. Et déjà l'année dernière, ça jouait beaucoup mieux. Ça continue de faire sa mue ou c'est un épiphénomène cette histoire-là? Il leur arrive quoi à Palmeiras? Oui, le match de samedi était incroyable. Après, il y a aussi le scénario.
C'est vrai que 2022, c'est quand même beaucoup plus plaisant que 2021 Palmeiras. Après, je pense que ça reste un entraîneur qui aime maîtriser ses matchs et l'important, c'est de gagner. Donc, ça n'est pas non plus l'équipe où il y a le plus beau football, mais c'est vrai qu'en 2022, c'était pas mal Palmeiras. Et là, ils ont Hendrick en plus en attaque. Et puis, les joueurs commencent à très bien se connaître. Il y a des joueurs de qualité aussi quand tu as un Rafael Vega, c'est vrai que ça aide à pouvoir faire du beau football. Donc, on verra ce que ça donne cette année. Ouais, ça nous annonce tout ça, un Brasileirão assez fou, une coupe du Brésil de la Libertadores tout aussi folle. Euh, ça démarre quand le Brasileirão? Avril, je pense, lorsque les championnats d'État ont commencé un peu plus tôt. Donc, d'habitude, c'est début mai. Donc, je pense, j'ai pas la date exacte, mais Ça va démarrer un petit peu plus tard que d'habitude, là, c'est ça? plutôt du coup, parce que Plutôt. d'habitude, ça commence en février, Oui, c'est vrai. les championnats d'État. Et là, c'était avec la Coupe du Monde, enfin, tout est un peu plus tôt. Et donc là, ça commencera le 15 avril 2023. Ok, et ben voilà. Question d'Ibra, t'as prévu d'aller au Maroc dans quelques semaines? Non, je vais aller juste à l'aéroport pour l'aéroflat, mais sinon, non, c'était un peu cher. Je vais rester à Rio pour faire la fête là-bas. Voilà, on a donc avec une finale espérée face au Real, hein, concrètement. Non, face. Si, Oui, si, c'est ça. ouais, Bah oui, c'est c'est ce parce qui est qu'on est. attendu, mais bon, même s'il y a une demi-finale avant déjà. Il y a une demi-finale avant, ça sera contre. Ça sera pas la version. Ça sera pas la CONCACAF, hein, ça sera Asie. Hein. Ouais, Asie. c'est Al-Ali, Al-Hilal. Ouais, c'est ça. Hein. C'est Asie. Faudra passer le Wydad. Je sais plus s'ils sont de ce côté-là, le Wydad. Ils sont pas côté Seattle. Wydad ou Al Hilal. Ah oui, d'accord. Ok, Ok. d'accord. Ok. Voilà. Oui. Bref, on en reparlera en temps et en heure. Je crois que ça démarre 7 février, il me semble, la Coupe du Monde des clubs au Oui, Maroc. enfin, pour Flamengo, Et pour Flamengo, plus tard, c'est la demi. Ok, oui, d'accord, ok. Ouais, est-ce qu'ils partent le 2 février, donc c'est début 7 février. Okay. Ouais. Voilà. Bon, bref. Ben voilà, la Copinha, hein, remportée par Palmeiras. Rendez-vous l'année prochaine pour la version 2024. On verra si Palmeiras arrive à faire. Est-ce que quelqu'un a déjà fait le triplé consécutivement? Est-ce que c'est une question piège que je te pose? Je sais que Corinthians gagne les 2 premiers, mais pas la troisième. Après, ils ont 10 titres, donc si jamais il y a un club qui l'a fait, je dirais eux, mais non, je ne sais pas. Ok. Bon, bah, je vous laisse vérifier, vous qui nous écoutez, si quelqu'un a déjà fait le triplé. En tout cas, j'imagine que du côté de Palmeiras, on va vouloir le faire. 1er février, me dit Ibra, pour la Coupe du Monde des clubs. Bon, voilà. 1er février, ça sera au Maroc, on en parlera. Oui, d'accord, c'est après-demain. C'est cool, ça m'arrange parce que comme ça, j'ai pas fait le guide de la compétition. C'est parfait. Bref, on va en rester là donc pour cette Copinha 2023. Je vous renvoie vers l'émission de la semaine dernière. Justement, si vous voulez en savoir plus sur cette compétition, sur l'aspect historique de cette compétition, Marcelin était avec Guillaume, on vous présentait aussi un petit peu cette finale. Donc je vous renvoie vers l'émission de la semaine dernière. Pour cela, on va enchaîner. On va rester chez les jeunes. On va saluer Marcelin parce que je crois qu'il va nous laisser. Il va aller retrouver la boutique de Flamengo. À plus, Marcelin. Merci à vous, salut. Et on va évoquer bien évidemment le Sudamericano, hein, qui va démarrer demain le tour final. On va l'évoquer rapidement. Vous avez les comptes rendus sur Lucarne Opposé quotidien à chaque fois qu'il y a, enfin au lendemain de chaque match, donc pas tout à fait quotidien puisque là on est en pause en attendant l'hexagonale finale. On va revenir très rapidement sur les qualifiés. Je vais vous montrer les classements avec le groupe A qui a vu le Brésil devancer la Colombie et le Paraguay. Les éliminés sont l'Argentine et le Pérou. On va revenir sur l'Argentine dans un instant. Oui, tiens, l'Argentine éliminée, c'est bizarre. Je vais juste... Bon, on va peut-être parler de l'Argentine tout de suite, comme ça on fera le groupe B après. L'Argentine de Mascherano qui a été finalement assez conforme à ce que l'on attendait d'elle. Pour les deux éliminés, alors on peut le dire clairement, je ne sais pas si Romain est dans le coin ou quand il nous écoutera, il le prendra peut-être mal, mais on peut clairement dire que le Pérou était l'équipe la plus faible de ce Sudamericano, et de loin, hein, parce que même la Bolivie était au-dessus en termes de jeu. Et pour l'Argentine, en fait, on pourrait faire exactement le même bilan qu'au Révélo l'année dernière. On l'a déjà évoqué dans les émissions
dans les émissions précédentes quand on revenait sur le Sudamericano. Pas de plan de jeu, pas d'idée, des joueurs un petit peu perdus, aucun équilibre, aucune idée directrice. Alors, au Révélo, Mascherano avait, on l'avait déjà dit, hein, avait accusé tour à tour l'état des terrains, la chaleur, l'âge des adversaires parce que certains étaient un petit peu plus âgés. Là, il n'avait aucune excuse. Et là, pour le coup, il a été lucide. Et il a été assez direct, hein, puisqu'il a clairement dit qu'il avait une génération de footballeurs incroyable et que c'est lui qui a échoué. Il n'a pas su faire en sorte que les joueurs puissent jouer comme ils peuvent le faire. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il dit je n'ai pas réussi à leur transmettre la confiance et la tranquillité pour qu'ils puissent jouer comme ils savent le faire, comme ils l'ont montré auparavant durant ce processus. Je ne sais pas quand ils ont montré qu'ils savaient jouer, parce que très franchement, ceux qui les ont vus au Révélo ont été extrêmement déçus. Tu dis, vous dites Patrice, parce que je voyais que vous êtes deux. Patrice et Ibra, il va dégager. Il n'a pas franchement laissé sous-entendre autre chose, hein. Ça semble très clair. On va voir si du côté de Chiquitapia, on va essayer de le soutenir et de continuer avec lui. Pas convaincu de la chose. Et en fait, ça continue quand même, hein, de pointer un petit peu le problème de la formation. On parlait de la formation de Palmeiras, de la Copinha, de la formation chez les jeunes au Brésil. Tapia veut qu'il reste, c'est pour ça, on va voir. Mais voilà, depuis quelques années, l'Argentine, le seul talent de l'Argentine chez les jeunes, c'est qu'elle a des générations spontanées un petit peu. Il n'y a pas véritablement de travail, de continuité. Il y a de quoi, hein, parce que là, par exemple, les U15, les U17 sont champions d'Am Sud. On va gagner le Sudamericano de leur catégorie en 2019. Les U15 sont vice-champions de la même année. Mais il n'y a pas de véritable travail sur la continuité. Et pour vous donner une idée, le dernier titre qu'ils ont décroché en U20, c'est 2015 quand même. Donc ça commence à remonter. On parle d'un des pays les plus titrés du Sudamericano. Il va falloir se mettre à travailler. Il n'y a pas véritablement, on est d'accord, Ibra, il n'y a pas de travail de formation. Le travail est fait par les clubs, qui pour certains n'ont pas totalement libéré les joueurs, hein, pour ce Sudamericano, mais le Brésil était confronté au même problème et le Brésil a fait une gestion de groupe A, vous le voyez, assez tranquille. Ils ont fait complètement tourner face au Paraguay, ils ont gagné. Il leur manque des éléments qui pourraient être des véritables facteurs X. Voilà, les clubs travaillent justement parce que c'est leur moyen de revenu numéro 1, hein, les transferts. Au niveau des sélections, il n'y a pas ce fameux processo, hein, comme on parlait souvent à l'époque Tabarès avec l'Uruguay. Il n'existe pas en Argentine. Il va peut-être falloir qu'ils s'y mettent parce que sinon, ça va partir de déception en déception. Et évidemment, il y a des joueurs de qualité. Mais très franchement, cette Argentine-là n'a pas montré grand-chose pendant ce tournoi. Et elle n'avait déjà pas montré grand-chose pendant le Révélo. Donc, elle est éliminée. Les trois qui passent dans ce groupe A, je viens de vous les donner. Dans le groupe B, on a eu une finale entre le Venezuela et le Chili qui s'est jouée sur un penalty, hein, et le Venezuela a donc éliminé le Chili, que l'on pensait peut-être à l'abord de la compétition plus faible que cela, et qui finalement a fait un bon Sudamericano, qui termine devant la Bolivie, qui a été de la belle surprise. On continue d'insister sur le fait que la Bolivie a été la belle surprise de ce Sudamericano, parce qu'elle a été vraiment intéressante à voir jouer. On verra elle aussi si elle se met véritablement à travailler avec les jeunes. C'est normalement ce qu'ils ont prévu, on va voir. On sait que les projets en Bolivie naissent et meurent avec les levées et couchers de soleil, donc voilà, on verra si ça peut tenir. Les trois qualifiés, je le disais, il y a le Venezuela, il y a l'Équateur qui est un petit peu décevant mais qui passe, le champion sortant, et il y a surtout l'équipe qui a fait la plus forte impression, c'est l'Uruguay, évidemment, qui a absolument balayé tout le monde, même en faisant complètement tourner sur le dernier match. L'Uruguay est assez impressionnant sur ce Sudamericano. On attend forcément de les voir dans l'hexagonale finale. Je vous résume donc ces 6 qualifiés. Brésil, Colombie, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Équateur. Attention au Paraguay qui est un peu pénible, pas forcément extraordinaire, mais très pénible à jouer, et qui s'est qualifié grâce à sa victoire notamment face à l'Argentine. Ils ont battu l'Argentine et le Pérou, ils ont battu les deux plus faibles, et ils sont passés comme ça. L'Uruguay, c'est très 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 fort. On va voir ce que ça peut donner. On attend tout de suite, très vite le Brésil-Uruguay, hein. Il n'est pas pour tout de suite, le Brésil-Uruguay. Il est prévu, il me semble, je suis en train de vérifier, que à hasard du calendrier, ça sera le dernier match, comme par hasard. Ils sont trop forts au tirage, voilà. J'en profite quand même pour et conclure cette petite page Sudamericano. Je vous renvoie vers le site si vous voulez en avoir un petit peu plus sur les comptes rendus de chaque match. Le Sudamericano, l'hexagonale finale débute demain soir à 21h.
avec un Paraguay-Venezuela suivi de Brésil-Équateur et de Uruguay-Colombie. On fera un live demain. On va essayer de prendre l'antenne pour 21h. Mais sinon, on prendra en cours de Paraguay-Venezuela. Je vais voir avec Pierre, qui devait être avec nous ce soir, mais qui n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'il est allé chercher ses accréditations pour le Sudamericano. Il sera en direct du stade. Donc, je pense que non, enfin, je pense pas. On va faire en sorte qu'il soit au stade et qu'on puisse, voilà, on puisse le contacter durant les rencontres. Donc, je vous donne rendez-vous demain ici sur Twitch pour suivre cette première journée de l'hexagonale finale du Sudamericano. Je vous rappelle le programme: Paraguay-Venezuela à 21h, Brésil-Équateur à 23h30, match hyper intéressant, et Uruguay-Colombie, là aussi hyper intéressant, à 2h du match. Je ne sais pas si on ira jusque-là, peut-être, on ne sait jamais. Mais en tout cas, on prendra l'antenne aux alentours de 21h pour ce Sudamericano. Voilà pour la partie sud-américaine, et la partie sud-américaine va peut-être se mélanger d'ici peu avec l'Amérique du Nord. C'est la nouvelle qui est tombée la semaine dernière. Certains sont ravis, d'autres moins. Je vous laisse imaginer dans quel camp je suis. La CONMEBOL et la CONCACAF, les deux confédérations, hein, CONMEBOL Amérique du Sud, CONCACAF Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes, ont signé comment ils nous ont appelé ça, un accord de partenariat stratégique. Voilà, je vous montre ça, Strategic Partnership en anglais, magnifique. Un accord de partenariat, visant, alors soi-disant, à renforcer et développer le football dans les deux régions. C'est l'idée. Et en fait, l'accord va mettre en place des compétitions où les équipes du Nord et du Sud vont s'affronter à l'échelle des hommes et à l'échelle du football féminin. Chez les hommes, ça va se traduire comment au niveau des sélections nationales. Vous le voyez ici, avec tout simplement, on s'en doutait, on le redoutait, voilà, je vais plus dire qu'on s'en doutait, on le redoutait, avec une Copa América aux États-Unis en 2024. On s'en doutait depuis que l'Équateur s'est retiré en novembre pour des raisons, bon voilà, on ne va pas revenir dessus, on en parle un petit peu dans l'article qui a été publié sur Hello. Les raisons étaient soi-disant des raisons de sécurité, etc., etc. Bon bref, on a bien compris qu'il y a eu un petit peu de pression, que la CONMEBOL est bien contente parce que forcément une Copa América aux États-Unis, c'est la garantie d'entrée financière de revenus financiers records. C'était le cas en 2016, comme je l'ai indiqué sur Twitter. Ils s'étaient félicités à l'issue de la compétition des records de revenus générés par la Copa América. On avait quelqu'un sur place pendant la Copa América. Alors déjà, ils ne pouvaient pas tout suivre, parce que quand vous avez des matchs à Seattle ou du côté de New York, eh ben, vous ne pouvez pas, ou de Seattle à San Francisco, c'est ingérable. Donc c'est très compliqué quand vous êtes journaliste, mais ça sera le même débat que pour la Coupe du Monde 2026. On y reviendra plus tard. Et forcément, l'ambiance dans les stades n'était pas folle, parce que l'Amérique du Sud va avoir du mal à y arriver. Et comme tu le dis, Nostromo, le football des Caraïbes va être le dindon de la farce dans cette histoire. Ouais, très clairement. Il va y avoir des qualifications. Alors, il y a pour la Copa América 6 qualifiés pour la CONCACAF. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. 6 qualifiés pour la CONCACAF qui vont passer par les Nations League. Donc voilà. Voilà. Évidemment, on sait très bien que le football, que ça va être très compliqué. Et tu parles des Caraïbes, Nostromo, mais on peut même parler de Costa Rica, Panama, Guatemala, Salvador, Honduras. Ça va être un peu plus compliqué pour eux, évidemment. Jamaïque aussi. Bref, ils vont véritablement être appelés à être les dindons de la farce, pardon. Ça, c'est chez les hommes. Et chez les femmes, il va y avoir aussi une compétition croisée, mais cette fois-ci, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est la Gold Cup qui va accueillir des équipes sud-américaines. 4 équipes sud-américaines qui vont participer à cette Copa América, à cette Gold Cup féminine. On les connaît déjà, puisque elles ont été déterminées par le classement de la dernière Copa América féminine. Ça sera le Brésil, vainqueur de cette Copa América, la Colombie, le finaliste, l'Argentine, 3e, et le Paraguay, 4e. Eux iront également jouer aux States. Et vous le voyez, les équipes de la CONCACAF qui sont qualifiées, ce sont les 8 meilleurs, donc 6 par les participants à la qualification olympique. Et d'autres pour le mondial. Le mondial. Voilà, ça sera chez les filles. Et la grande nouveauté, parce que finalement, une Copa América entre Nord et Sud,
Voilà, mais on est d'accord, hein, Nostromo, ils verront pas le jour. Et le problème, c'est qu'en plus, avec la Nations League, ils étaient sur ces nations, hein, comme tu parles, Saint-Martin, Bonaire, Porto Rico. Tu peux parler du Suriname aussi, ou même les Françaises, hein, Martinique, Guadeloupe, Guyane, qui participent habituellement à la Gold Cup. Bon, là, la Copa América, elles vont pas y aller, hein, on va pas se mentir. Des nations comme Haïti aussi vont avoir du mal à y être. Ils essayent de les développer plus ou moins via la Nations League parce que ça leur donne des matchs. Et on va l'évoquer tout à l'heure un petit peu, vous verrez, parce que ça va poser le problème par exemple pour Cuba, pour développer son football. Au niveau des clubs, on en a déjà parlé, ça se referme un petit peu parce que la CONCACAF Champions League est en train de tourner autour des trois géants. Hein, mais bon. Pour la Copa América, normalement, c'est que pour 2024, mais on les connaît, ils peuvent y prendre goût et continuer plus tard. Hein. Pour l'instant, ils ont annoncé que pour 2024, mais voilà. Et oui, le danger, c'est pour les autres nations de la CONCACAF. La CONMEBOL, ils sont pas trop concernés, mais pour les autres nations de la CONCACAF, ça va être très compliqué. Et voilà. Et tous ceux qui voudraient que ça fusionne, que ça soit le premier pas vers la fusion entre Nord et Sud pour les qualifications mondiales, j'ai pas envie de le souhaiter à la CONCACAF, hein, très franchement. Mais bon, le problème, Nostromo, dans cette histoire, c'est que la CONCACAF ne peut pas élargir le nombre de ses participants, parce que pour le coup, chez les hommes, c'est une Copa América, donc c'est le Sud qui l'organise, donc c'est le Sud qui invite, et évidemment, hein, le Sud, ils n'ont pas envie de s'embêter avec des équipes des Caraïbes. Donc voilà, bref, ça c'est chez les nations, et il va y avoir chez les clubs aussi une nouvelle compétition une héritière de ce que l'on appelait autrefois la Copa Interamericana, qui opposait le vainqueur de la Libertadores au vainqueur de l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui la Conca Champions. Donc ils essayent de nous faire un espèce de revival de ça. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que la compétition, elle s'est tenue entre 69 et 98. Et le dernier vainqueur, c'est peut-être pour ça qu'ils l'avaient arrêté, le dernier vainqueur, c'est cette équipe-là que je vous montre sur l'image si vous êtes en train de regarder en vidéo. C'est DC United. Ouais, on y croit. On a du mal à y croire quand on voit où ils en sont aujourd'hui. Mais voilà, c'est DC United avec notamment ce joueur bolivien que vous avez reconnu, Marco Echeverri. C'est le dernier vainqueur de la Copa Interamericana. C'était en 98. Il n'y en a pas eu depuis. Et donc, ils nous font une espèce de revival de cette compétition. Avec cette fois-ci organisé sous forme d'un tournoi. Alors là, c'est un petit peu obscur. On va avoir 2 équipes par confédération. Donc c'est un Final Four concrètement, qui va être organisé aux États-Unis. On peut tout à fait imaginer que ça va être un truc qui va être organisé l'été au Texas, hein, par exemple. Bref. 2 équipes par confédération. On aurait tendance à penser que pour le Sud, ça va être le vainqueur de la Libertadores et le vainqueur de la Sudamericana. Ça paraîtrait assez logique. Surtout qu'il y a écrit que les clubs se qualifient par les compétitions de clubs existants en CONMEBOL et CONCACAF, sauf qu'en CONCACAF, il n'y en a qu'une. C'est la Champions League. Pour l'instant, il y en a une autre, quand même, attention, celle dont on a parlé la semaine dernière, la Leagues Cup, qui va concerner que les clubs de MLS et de Liga MX. Ils sont tout à fait capables de nous envoyer le vainqueur de la Leagues Cup en plus du vainqueur de la Conca Champions. Et ça permet de faire la bise encore à l'Amérique centrale et les Caraïbes. La CONCACAF Libre n'existera plus, Ibra, donc ça ne tiendra pas compte de cela. Donc voilà. Ouais, je sais pas si, Gringo, je sais pas si on peut dire que ça rabaisse le niveau de la zone CONCACAF, parce que ça, tu vois, par exemple, il y a quelques années, tu aurais pu éventuellement le penser de Panama, sauf que depuis Panama s'est développé en continuant ses matchs et tout, et en grimpant et en travaillant bien, et au final, Panama est un candidat très sérieux à chaque éliminatoire mondial dans cette zone. Donc voilà, on peut aussi imaginer que Panama et Costa Rica vont quand même s'accrocher et participer à ces compétitions. Mais voilà, c'est-à-dire que derrière toute nation qui essaye de vouloir travailler, de vouloir émerger, de vouloir se mêler à la lutte, on est en train de lui expliquer que le chemin va être encore plus long. Donc voilà, ça risque... voilà, on verra s'ils arrivent à développer ça, mais quand tu vois les compétitions de clubs qui se referment, les compétitions de nations qui se referment, voilà, tout ça, ça sent pas très bon pour le développement général du football dans la zone. On est vers un football qui s'élitise. Bon, après, hein, on en pense qu'on en veut, chacun sa vision du monde, mais là, pour le coup, c'est un petit peu une pente un petit peu compliquée. Et très franchement, je suis pas convaincu que Curaçao
Et même la Jamaïque, même si elle a d'autres soucis actuellement, la Jamaïque, mais que des nations comme Jamaïque, Curaçao ou même Haïti, qui a été intéressant sur certaines Gold Cup, soient des nations qui abaissent le niveau de la CONCACAF. Et si on les laisse travailler et si on leur permet de se développer en se frottant au meilleur de la zone, de manière régulière, ils combleront, ça pourra aussi combler le retard. Et là, c'est pas le chemin qui semble entrepris. Voilà. Bref, ces compétitions-là arrivent en 2024. Donc, Copa América avec 10 clubs du Sud, 6 du Nord. Copa Gold Cup féminine avec à peu près l'inverse, je vous le remontre, avec 10 clubs. Ça, c'est les hommes, pardon. Les féminines sont ici avec 8 équipes de la CONCACAF et 4 équipes de la CONMEBOL. Non, t'es très dur, Biscuit Prince de Luce, sur le niveau de la CONCACAF, parce que très franchement, quand on en avait parlé sur les podcasts Coupe du Monde, si vous regardez les bilans en termes de sélection, les nations de la CONCACAF sont à peu près la 3e zone, derrière l'Europe et l'Amérique du Sud. Ils sont devant les Asiatiques en termes de résultats. Je sais que je vais fâcher Baptiste, mais c'est pas grave, ça me permet de le piquer avant qu'on puisse passer à la suite et à la Corée du Sud. Mais la CONCACAF est la 3e zone en termes de performance à la Coupe du Monde. Bon, cette année, un peu moins, parce que voilà, mais voilà, oui, et bien sûr, et devant la CAF aussi, bien évidemment. Donc voilà, et oui, il faudra espérer participer pour la Jamaïque et préparer 2026. Voilà, mais le problème, c'est ça, c'est préparer si on leur ferme tout cela à suivre. Donc cette compétition, ça sera en 2024, je le disais. On a le temps. Ils ont le temps aussi de faire évoluer les règlements, les choses comme ça, on verra. Peut-être qu'ils ne feront rien changer. Mais bon, à suivre, avec une CONCACAF qui est en train de nous fabriquer une Super League chez les clubs et un rapprochement Nord-Sud. Voilà, avec que des compétitions organisées aux États-Unis. Je parlais de l'effet sur le Nord, mais l'effet sur le Sud, on va avoir, et comme je l'avais tweeté l'autre jour, grosse pensée pour l'Équateur, qui est le pays qui travaille le mieux au Sud. Si on met le Brésil de côté parce qu'il y a la superpuissance brésilienne, etc., etc. Mais derrière le Brésil, le pays qui travaille le mieux, c'est l'Équateur. L'Équateur qui a donc renoncé à la Copa América, qui n'aura pas la Copa América alors qu'il a organisé la finale de la Libertadores, qu'il a organisé toute la Libertadores féminine. Il n'aura rien. Voilà, il n'aura pas de Copa América. On va espérer qu'ils ne nous fassent pas ça de manière régulière parce que je vous assure vraiment, on avait quelqu'un qui était à la Copa América Centenario et c'était pas la folie pure en termes d'atmosphère et d'ambiance. Donc voilà. Bref, on va en rester là pour les news de la semaine. On est bien, on a rattrapé un petit peu notre retard et puis comme ça on peut aller un petit peu plus vite ce soir. On va passer au premier des 2 dossiers et donc on va aller en Asie, la 4e nation. On va aller en Asie, on va aller en Corée du Sud avec Baptiste. On va aller en Corée du Sud avec toi, Baptiste, et on va profiter justement de l'annonce qui a été faite de l'arrivée. Alors, si j'affiche pas l'image, ça marchera moins bien. De l'arrivée d'O Yeon-gyu en provenance des Suwon Blue Wings au Celtic. On va en profiter pour faire un petit peu le point sur les récents départs qui ont eu lieu de la K-League vers l'Europe. Et pas forcément des choses qui se passent toujours très très bien, mais justement avant cela, avant d'évoquer ces arrivées de Coréens en Europe, et aussi peut-être pour les fans du Celtic, il y en a peut-être dans ce chat, qui est Oh Yeon-gyu? Eh bien, c'est on va dire la nouvelle petite star maintenant, puisque son transfert a été annoncé fin de semaine dernière. Donc maintenant, tous les Coréens le connaissent. Je ne suis pas sûr qu'ils le connaissaient parfaitement avant. Il a 21 ans, bientôt 22, puisqu'il est né en avril. Il a débuté, donc, comme tu le disais, à Suwon, chez les Blue Wings en 2019. Où il avait fait quelques petites apparitions qui étaient assez, voilà, qui étaient notables parce qu'il était, on voyait qu'il avait quelque chose. Il a surpris un peu tout le monde en faisant son service militaire dès l'année suivante, en 2020 jusqu'en 2021, avec Gimcheon. Donc, à seulement 19 ans, il s'est complètement débarrassé de cette épine du pied pour tous les footballeurs sud-coréens. Ce qui stratégiquement est une bonne idée. Mais c'est une très bonne idée et il a profité en fait de la règle des joueurs de moins de 22 ans qui
qui s'appliquait désormais à Gimshon pour aller faire son service militaire. Mais pendant son service militaire, il a eu un peu de mal à s'imposer, il a fait quelques matchs intéressants, mais c'était pas devenu l'un des meilleurs joueurs de Gimshon, qui était alors en K-League 2, là, au moment où il joue le plus. Alors, Gimshon, c'est un peu compliqué, hein, parfois il y a des très bons joueurs qui y vont et qui n'y arrivent pas, des joueurs qui sont pas forcément très bons et qui explosent, mais qui par la suite ne font potentiellement pas grand-chose, donc c'est un peu un contexte particulier. Il revient chez les Blue Wings en 2021, il fait une saison complète en 2022 et il est là, pour le coup, il devient l'un des meilleurs jeunes du championnat. Il joue en attaque, que ce soit, on va dire, seul en pointe ou sur la gauche quand il y a deux attaquants dans un 4-4-2 par exemple, ou il peut aussi jouer sur l'aile si besoin. Voilà, ça c'est vraiment sa caractéristique. Il a un peu porté les Blue Wings à lui tout seul en fin de saison et c'est là où il s'est fait véritablement connaître. Les Blue Wings qui sont revenus de loin. Qui sont venus de très très loin. Très très loin. Pour être quand même porté par un duo de jeunes joueurs de 21 et 23 ans, c'est C'est qu'ils ça. sont revenus de très très loin. Oui. Est-ce qu'on a perdu Baptiste? Oui, non, non, je suis là, je suis là. Je Ouais. pensais que tu allais me enchaîner. Non, non, non. Ah Non. ben je vais enchaîner. Je pensais, parce qu'en fait, je t'avais un petit peu coupé dans ton élan. Alors je me suis dit, il a peut-être une dernière chose à Ah ajouter non, derrière. C'est pour ça que je t'avais coupé un peu dans ton élan avec les Blue Wings sont revenus de loin. Voilà, on va y revenir, Biscuit Prince de Lu, à cette tradition du Celtic de recruter asiatique. Euh, c'est pas le premier Coréen non plus à aller au Celtic, oui. Il y en a déjà un, hein, je crois. Non, il y est plus. non, il y avait Ki Seung-young qui avait joué au Celtic. Voilà, c'est ça. Et j'avais noté qu'il est le 7e asiatique de l'effectif, hein, si j'ai bien calculé. Il doit y avoir 5 Japonais. Ah ouais, mais il y a un Australien, alors je sais pas si je compte. Mais bon, voilà. Non, il compte pas. Il compte pas, il compte pas, il compte pas. Il compte pas. Mais bon, bref, donc lui arrive à son tour en Europe. Euh, c'est un bon choix ou c'est un mauvais choix pour lui? C'est un peu compliqué en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est peut-être un peu trop précipité. Heu, je l'ai dit, il a eu du mal à quand même à s'imposer, à faire depuis 2019 à faire des saisons pleines, c'est-à-dire en étant constant et cetera. Il a juste fait, on va dire, il a fait 3 mois, avec les Blue Wings. Les Blue Wings qui jouaient le bas de tableau. Alors oui, les stats là sont belles, il a mis 13 buts la saison dernière, mais il en a mis 10 entre août et octobre. Tout avant, il en a mis que 3. Et entre août et octobre, c'est la fin de saison. Voilà. Et Ouais, c'est la là, deuxième phase certes, du il a mis. championnat en fait. En fait, c'est la fin de la saison régulière et le début de la phase où on a séparé le championnat en deux. Et c'est Où dans il joue cette les équipes période-là où du il bas met de 10 tableau buts. pour le coup. Dans son cas à lui, puisque les Blue Wings jouaient le Exactement. bas de tableau. Exactement. Donc en fait, il a porté une équipe qui jouait le maintien. Il n'a pas été non plus transcendant toute l'année. Et il fait le choix de rejoindre l'Europe. En plus, aujourd'hui, en K-League, c'est pas le joueur numéro un des jeunes. Parce que celui dont on parle le plus, c'est Yang Hyun-joon de Gangwon. C'est lui qui était censé attirer le plus de regards. On en parlait déjà comme étant un futur joueur de Tottenham. Les gens se sont un peu enflammés. Mais que lui, qui n'a même pas été appelé en sélection, alors il était en sélection là pour la Coupe du Monde en tant que réserviste, un peu à la surprise générale, parce qu'il n'avait jamais fait partie du groupe. Mais c'est pas un joueur qui a déjà prouvé en K-League comme étant incontournable. Et donc, j'ai l'impression qu'il saute un peu trop rapidement le pas. Voilà. Après, ouais, que le C'est palier, la, la marche est un peu haute, quoi. la marche est un peu haute. Il aurait pu peut-être faire un an de plus, comme le fait un peu Shogyu-san, qui lui, pour le coup, a marqué 2 buts à la Coupe du Monde. Alors tout le monde s'est amusé à dire il va rejoindre l'Europe, c'est le futur grand neuf, etc. Le Celtic avait approché,
Finalement, lui, il a dit qu'il avait discuté avec son entourage, qu'il avait dit qu'il n'avait pas encore prouvé correctement en K-League, parce qu'il a fait qu'une bonne saison en K-League en première division, donc il attendait peut-être l'année prochaine. Je trouve que cette réflexion est un peu plus, on va dire, réfléchie et mature, de se dire: «OK, j'ai fait une bonne saison en K-League, je ne suis pas, aujourd'hui incontournable en sélection ou même encore en K-League parce que c'était avec une équipe, qui jouait le bas de tableau. J'attends». Mais lui, Oyongbyo, non, il a plongé directement, il a dit: «Mon rêve, c'est d'aller en Europe», il y a été. C'est un choix, Ce qui mais après s'entend, et il y avait l'argument qui est passé dans le chat, c'est aussi que si tu réussis au Celtic, tu t'ouvres aussi les portes de la première ligue. Donc oui, ça, mais c'est attirant. ça c'est attirant, mais il faut déjà avoir déjà moi pour moi, hein, c'est ma vision, c'est faut qu'il ait déjà réussi et survolé un championnat avant d'en rejoindre un autre. Ce n'est pas encore le cas. Et, C'est-à-dire qu'au Yeonggyu, s'il avait pas mis ses 10 buts en fin de saison, on n'en parlait pas comme l'un des meilleurs jeunes du championnat, en fait. ouais, ouais, Voilà, c'est ça. c'est et puis de décider d'aller l'acheter après avoir essuyé le refus de Cho Gyu-sang, j'ai l'impression c'était juste on voulait un Coréen, bon, on était chercher lui parce que c'était le deuxième de la sélection et le plus simple à aller chercher, en fait. Donc ça me fait un peu peur. Après, Pour lui, hein, je parle. après dans le choix Celtic, ça a été évoqué dans le chat, il y a une tradition hein, du joueur asiatique au Celtic. Hein, on fera la bise à tous ceux qui aiment Shunsuke Nakamura. Là, je parle aux anciens. Mais il y a une tradition quand même de joueurs asiatiques au Celtic, et encore plus depuis qu'Ange Postecoglou, je le disais tout à l'heure, il va être le 7e asiatique de l'effectif. Il y a beaucoup de Japonais, il y a un Australien, et donc il y a lui qui arrive en termes de Coréens. Donc, je suis pas en train de dire que Bah, les Japonais et les Coréens, c'est la même chose, hein, attention. Mais il y a une ambiance un petit peu asiatique qui peut se créer aussi, ça peut l'aider. Et le fait que Postecoglou soit là, lui qui a travaillé, bon, il a travaillé en Australie, il a travaillé au Japon, euh, il a travaillé, il connaît la Confédération asiatique, donc il connaît le profil des joueurs asiatiques, ça peut l'aider à continuer son développement. C'est un bon point sur le papier. oui, après sur le choix du club, je pense que c'est un bon choix. C'est-à-dire qu'il a pas été dans un club qui jouait, par exemple, en première ligue, les hauts de tableau ou le milieu de tableau, où il aurait pas eu beaucoup de chance. Là, il rejoint un club où on voit que les Japonais ont la confiance du coach, le coach a joué est asiatique et a entraîné au Japon. C'est lui qui a voulu aller le récupérer, donc le choix est plutôt pertinent. Après, c'est vraiment sur est-ce qu'il a aujourd'hui le niveau? Parce que ce qu'il a montré en K-League n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Et est-ce qu'il n'est pas parti pour se cramer quand on voit ce qu'ont fait les autres à sa place? Eh ben, Enfin, qui ont eu le même parcours, en fait. ouais, c'est ce que voilà, c'est là où on allait en parler, parce qu'on a posé la question hein, de savoir si pour ces jeunes joueurs coréens arrivés en Europe, faire le saut très vite en Europe était une bonne ou une mauvaise idée. Si on pose la question, comme je le disais tout à l'heure, c'est que bon, il y a quand même peut-être plus d'échecs que de réussites. Justement, les exemples récents, Baptiste, quelques exemples récents, euh, n'incitent pas véritablement à un grand optimisme. Bah, c'est tout à fait ça, parce que les 3 derniers qui ont fait le grand saut, c'est 3 échecs. Alors, il y en a un, on y reviendra à la fin, qui est très similaire à Oyonggyu, mais les 2 autres, Lee Dong-joon, c'était un joueur très accompli en K-League. Il avait été un des meilleurs joueurs de K-League 2. Il était très fort avec Ulsan. Donc il avait tout, lui, pour aller en Europe assez rapidement et pouvoir s'y adapter. Il a rejoint le Hertha il y a un an, tout pile. Ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché. Il s'est blessé. Le coach a changé. C'était plus celui qui le voulait, donc il est passé, il a été relégué sur le banc, en plus avec ses blessures, ça n'a pas marché. Lee Dong-yang, pareil, c'était un joueur qui, en K-League, dominait au milieu de terrain. On se disait qu'il avait les compétences pour aller en Europe. Il a fait le choix de rejoindre la Bundesliga 2 euh, avec Schalke qui était qui dominait le championnat. C'était plutôt intéressant de se dire ok, on va d'abord évoluer au niveau inférieur. Malheureusement pour lui aussi, il arrive blessure.
et il s'en est pas relevé. Schalke est monté en Bundesliga, ça n'a pas très bien marché, il n'a pas réussi à s'imposer, etc. Finalement, ils ont annulé son prêt et maintenant il joue toujours en deuxième en Bundesliga 2, pardon, au Hansa Rostock où bah, il ne joue pas non plus. Voilà. Donc, ce sont deux joueurs qui, eux, avaient prouvé et qui n'ont pas réussi dans un championnat qui, en général, réussit plutôt bien aux Coréens. Et enfin, le dernier, Jang Sung-bin, lui avait fait, qui jouait au Suwon Wings d'ailleurs en 2021, a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il avait fait une bonne saison. Wolverhampton est venu le voir, le voulait, il y a été. Dans la foulée, ils l'ont prêté au Grasshopper Zurich et au final, il ne joue pas. Donc, lui, pour le coup, il s'est complètement cramé en rejoignant l'Europe parce qu'il est arrivé plus dans un bourbier avec acheté par Wolverhampton, propriétaire chinois qui le Ouais. vend à un club dont la femme est propriétaire, etc. Enfin, un trafic de joueurs comme on les connaît bien. Et au final, il joue pas. Donc, il est en train de perdre. Il a déjà perdu 1 an dans sa carrière alors qu'il n'a que 22 ans. Et à terme, il va Et c'est revenir très là, vite en K-League. bah, à terme, de toute façon, il va falloir qu'il revienne parce qu'il va avoir lui le service militaire. Lee Dong-joon est revenu cette saison parce qu'il a le service militaire. Je pense que Lee Dong-yeon va bientôt revenir lui aussi. Parce qu'aujourd'hui, les mecs ne jouent pas et devaient être les futurs joueurs de la sélection. Et aujourd'hui, on a perdu 3 potentiels joueurs de sélection. Et c'est là où je me dis que Oh Young-yu pourrait potentiellement, en allant trop vite, suivre le même chemin. C'est-à-dire que ce qu'on a vu de passage Corée-Europe ces dernières années, bah, c'est pas optimiste en fait pour lui, malheureusement. Parce que la dernière réussite, c'est Lee Jae-sung et ça remonte à 2018. Depuis, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Ouais. Alors Ils ont peut-être. tous fait. Wang Guizhou est parti au Japon avant d'aller en Ouais, Europe. mais il a mis Aujourd'hui, le Wang temps avant Guizhou, d'arriver en voilà, Europe. Il est arrivé très tard en Europe, Wang Weijio. exactement. Lee Jae-sung a mis énormément de temps à rejoindre l'Europe aussi. Euh, et Wang In-bom, lui, est parti en MLS, ensuite en Russie, maintenant en Grèce. C'est pas non plus le parcours incroyable d'un joueur qu'on attendait quand même pouvoir jouer en Allemagne facilement. Ouais. Bah, Donc, voilà, c'est pas. ouais. Je dis pas qu'il va se cracher, mais ça me fait peur. Mais si on veut être optimiste, on va se dire qu'il est comme tu le disais tout à l'heure, qu'il n'a pas fait le pire des choix en termes de club. Il est dans un club où il pourrait. Alors, il y a quelques messages sur le chat. Il y a Pierre qui est dans le chat. J'espère que tu as récupéré ton accred. Qui forcément troll un petit peu avec Park Chou-Young à Lille. Euh, donc voilà. Nostromo qui nous demande si le parcours des guerriers Taegouk en Coupe du Monde peut avoir des conséquences sur une éventuelle hype vis-à-vis des joueurs coréens en Europe. Bah, Non, parce que les joueurs qui se sont illustrés, c'est pas des joueurs qui jouent en Corée. c'est ça. C'est-à-dire C'est qu'on ça. a beaucoup parlé de Kim Min-jae. Kim Min-jae, il joue à Naples. On a parlé beaucoup de Son Heung-min et Tottenham. Wang Hee-chan, Wolverhampton. Lee Kang-in, Mallorca. Wang In-bom, Olympiakos. Lee Jae-sung, Mayence. Et au final, il n'y a que Cho Gyu-sang, dont on a parlé, qui joue à Jeonbuk. Le reste, on n'en a pas parlé. On a eu une rumeur Nassango au Panathinaikos. Bon, alors moi, s'il y va, je le dépose avec grand plaisir. Mais finalement, on n'en a pas beaucoup parlé. Parce que les défenseurs sont trop vieux. Ils avaient tous 30 ans minimum. Au milieu de terrain, c'est que des Européens. Et en attaque aussi. Donc finalement, il n'y aura pas de hype. Parce Ouais, que c'est les ça. joueurs sont déjà là-bas. C'est ça. Et pour Voilà. répondre, À alors, la, à la différence du Japon qui, eux, a toujours une hype et réussit beaucoup plus souvent. Bon, après, ils en envoient beaucoup plus. Voilà, faut le exactement. dire. Mais voilà, et tu me fais la transition avec le message de Red le Rouge qui nous dit que c'est marketing, que les Européens savent que ce sont des pays consommateurs de foot. Pas franchement pour la Corée du Sud, hein. Si vous écoutez Baptiste, si vous lisez certains articles, le foot n'est pas le sport numéro un en Corée du Sud. Alors, forcément, il y a il y a Son qui est la vraie star, mais on est d'accord, Baptiste, qu'au-delà de Son, bah voilà, c'est un peu le désert, hein. Tu l'avais évoqué une époque avec Wang Weijio, qui n'est pas une star en Corée du Sud, hein. Non, mais en fait, c'est assez marrant, c'est que
aujourd'hui, il y a Son Heung-min et derrière, il y a Lee Kang-in. Oui. Mais les autres, on n'en parle pas. C'est-à-dire que moi, dès que je parle à quelqu'un de Lee Jae-sang, on me demande qui c'est. Pourtant, c'est sans doute celui, aujourd'hui, derrière les 2, qui réussit le mieux en Corée en Europe et pourtant personne ne sait qui c'est. Ouais. Wang Yishan, ils ont à peine à savoir qui c'est. Lee Sang-woo qui, lui, joue en Corée est plus connu que ces mecs-là, alors que lui, pour le coup, a une carrière complètement catastrophique. Donc, voilà, il y a le marketing, il faut le Ouais, relativiser, ça va pas gagner des 1000 et des 100, hein. ça s'applique pas, ça peut C'est s'appliquer un petit peu, tu vas te dire, sur le marché japonais et encore, mais ça peut certainement pas s'appliquer à la Corée du Sud. bah, non et puis il faudrait vraiment jouer en première ligue et dans un gros club de première ligue, hein, Voilà, parce c'est ça. que Enfin, disons que les Coréens, tu recrutes pas un le Coréen en foot, te c'est disant je première vais ligue, hein. investir un nouveau marché. Non, non, pas du tout. Sauf si tu recrutes, Son Heung-min. Oui, mais bon, C'est bon le seul. courage. Y a pas, Bon ouais, bon, courage. bon courage, ouais, bon courage pour recruter Son. Patrice qui nous disait hein, peut-être que le niveau est trop haut pour les 3 cités. Oui, mais c'est ça, c'est aussi le problème. On parlait de la marche euh, pour Yeongju. Bah, C'est est-ce que le cette notion niveau de est marche, trop haut? de palier à franchir. Est-ce que le niveau est trop haut? Je ne pense pas. C'est surtout le timing et l'acclimatation. C'est-à-dire que Lee Dong-kyung, ça fait 1 an et demi qu'il est en Allemagne, il parle toujours pas la langue. Au bout d'un moment, tu peux pas réussir. Wang Guizhou, il parlait pas le français. Non. C'est pas normal. Il faut que les mecs aillent jusqu'au bout. Son Heung-min, il parle très bien l'anglais. Voilà. Lee Kang-in, il parle très bien espagnol. Alors oui, Ouais, ils c'est sont différent. depuis jeunes en Europe, mais il faut que les mecs se donnent les moyens. Et puis après, bah, ils sont arrivés, ils se sont blessés. Enfin, quand tu arrives, tu te blesses, tu te casses le pied, bah voilà, tu perds 6 mois, tu perds 6 mois. Tu reviens, bah, c'est pas la même chose, c'est un nouvel entraîneur, c'est une autre dynamique, et tu es plus dans le truc, et finalement, tu t'es raté. Mais ça, c'est des aléas de carrière, les mecs se sont blessés au mauvais moment. Ouais, Parce que on va. Wang Guizhou, il s'est pas blessé, il a réussi à Bordeaux. Oui, 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 ah Et oui, oui, pourtant, tout à il venait du Gamba Osaka qui jouait le maintien, hein. Ah oui, oui, non, non, mais il C'est pas a non plus, très franchement, la carrière bordelaise de Wang Guizhou, elle est bonne. Voilà, il a été un très bon avant-centre des Girondins sur la période où il est là. Ça a été un petit peu plus compliqué sur la fin, mais si tu prends son parcours dans l'ensemble, bah, sa carrière bordelaise, comme je disais, ça va, elle est bonne. Donc voilà, et lui, tu vois, depuis qu'il est parti de Bordeaux, même s'il parlait pas français, etc., il a changé d'habitat, on va dire, et ça marche plus. C'est un échec partout. Là, on l'annonce en MLS. On bah, va attendre hein, l'ouverture des marchés dans MLS qui ouvre demain. Il est annoncé du côté du Chicago Fire, mais il est en échec depuis qu'il a quitté Bordeaux. lui aussi. Et il a fait exactement un choix bizarre. C'est-à-dire qu'il a rejoint un club qu'il a prêté tout de suite C'est ça. à l'Olympiakos qui tournait pas bien, qui a changé de coach, et le nouveau coach Mitchell n'en veut plus. Bon, Voilà. Donc, à sa décharge, il n'a pas vraiment choisi. C'est-à-dire que Bordeaux lui a non, dit, il faut y voulait, aller, monsieur, on a besoin de ton argent. oui, Donc et bon, il voulait la PL. oui. Mais il l'a pas eu Donc, et il il a va pris la peut-être PL, probablement mais il finir s'est fait en arnaquer. MLS. On verra ce que ça peut donner là-bas. On va pas souhaiter, hein, on va espérer que pour Oh Young-yu ça fonctionne, hein, que on peut Ah aussi bah oui, tout le à fait. penser. Ah bon. On parlait de Postecoglou qui sait gérer ces joueurs-là, qui sait gérer le football asiatique, il le connaît très très bien, donc il connaît tous ces profils-là. C'est lui, tu le disais, qui l'a voulu, donc on va espérer. On va suivre, et c'est un peu ton message de tout à l'heure, on va suivre surtout avec attention ce que fera à l'avenir Cho Gae-sung, qui semble être celui qui pour l'instant fait les bons choix. Bah, il fait les choix un peu plus réfléchis, on va dire. Après, est-ce qu'il fait pas comme Lee Jae-sung de trop repousser et que finalement il va jamais y arriver au bon endroit au bon moment? On verra. Mais ça semble plus réfléchi que de partir sur un coup de tête après 3 mois très bons. Voilà. Après, il y en a plein, hein, qui le font, hein, mais faut derrière. On va lui souhaiter de réussir, c'est tout ce qu'on attend, mais ça peut être compliqué. Ouais. Et petite dernière question par rapport à cela, parce que tu vois, on l'avait pas, même pas évoqué, mais on parle de. C'est un U23, concrètement, ce garçon. Euh, Oui, Ça va avoir des ah conséquences bah sur la s'il sélection restait, U23. À terme, je ne sais pas quand sont les prochains Jeux asiatiques de la catégorie, mais on peut tout à fait imaginer que le Celtic ne le libérera pas.
On peut aussi tout à fait imaginer Ah que bah toute cette c'est génération de U23, alors lui, il s'en fiche puisqu'il a fait son service, mais toute cette génération-là, et en termes de développement pour la sélection sud-coréenne, elle n'a pas forcément grand-chose à y gagner, à voir ces gamins partir dans des clubs européens qui, on le sait, ne les lâcheront pas sur des compétitions qui sont, et c'est un chantier pour la FIFA, mais bon, on sait qu'on parle dans le vide, ne sont pas des dates FIFA, donc ils ne seront pas libérés. oui, après si eux, ils ont fait leur service militaire, ils s'en foutront complètement de gagner les Lui, il jeux s'en fiche. asiatiques. Mais Les en jeux termes, en termes de Lui, il s'en développement, fiche. tu vois ce que je veux dire j'évoquais pas avec l'Argentine, j'évoquais le processus, tu vois, qui te fait grandir de sélection en sélection pour être mature chez les A. Il y a des chances que lui ne le connaisse pas. Bah non, et de toute façon, il est déjà dans le groupe, C'est vrai qu'il est qui a déjà dans fait le la groupe coupe DA. du monde, donc pour lui, aujourd'hui, le faire redescendre en U23, ça serait limite un échec, pour lui. Parce qu'il était censé remplacer, Son Heung-min s'il était blessé. Donc pour lui, c'est tranquille, il serait déjà en sélection. Ah, Wang Guizhou ne risque pas de revenir de sitôt, je pense qu'il peut trouver sa place. Ouais, bah écoute, Mais c'est vrai, tu as raison. Puis de toute façon, il y a une génération de Sud-Coréennes qui a été gâchée par le Covid, oui. puisque les Ouais, prochains mais ça, Jeux c'est valable chez asiatiques tous sont les en U20, septembre. 23, on va dire. Toutes ces générations U23, Eux- Oui, mais eux ont perdu leur service militaire. c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. que eux aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont bloqués. C'est le cas de Lee Dong-jeon, qui lui pensait pouvoir faire les Jeux asiatiques l'année dernière. Finalement, non. Et il a été obligé de revenir, sinon il pouvait être bloqué. Donc il y a toute une génération qui aujourd'hui, bah, un peu dans l'expectative de se dire: «Est-ce qu'on va, mais un peu trop tard, gagner ces Jeux asiatiques?» Et ben voilà, On verra. on suivra ça avec attention. On va espérer que ça fonctionne bien, que la greffe prenne dans un club qui, on l'a déjà dit, a une tradition asiatique. Pas forcément beaucoup de Coréens ils sont passés. J'ai pas la liste en tête. Je suis pas sûr que tu l'aies. Peut-être que tu l'as, hein, J'en connais que 2, Chadouri et Ki Sung-yueng. Mais voilà. après les autres, j'en ai pas d'autres en Donc tête. ouais, voilà. Donc on suivra ça avec attention. Qu'ils viennent à Monterrey pour jouer avec les Rayados ou Tigres, ça va plaire aux Coréens du coin. Je savais pas qu'il y avait beaucoup de Coréens du côté de Monterrey. Je suis pas sûr qu'ils puissent prendre la place de Gignac ou de Funes Mori, Aguirre, Berteram du côté des Rayados quand même, hein. On va pas trop s'enflammer, hein, puisqu'il me reste celui dans l'histoire. Mais voilà, à suivre donc, en espérant justement que cette spirale un petit peu négative qui touche les joueurs coréens qui quittent parfois trop vite la K-League pour l'Europe et en ne faisant pas forcément, hein, Baptiste vous le disait, en ne faisant pas toujours forcément les bons choix de club, même si ça n'a pas l'air d'être 100% le cas pour Oh Young-yu, en espérant que, bah voilà, que cette dynamique s'arrête un petit peu. On va en rester là sur le dossier Corée du Sud, en remerciant Baptiste. La K-League reprend fin février, c'est ça? Fin février, le 26 février, très 20 exactement. 26 février, donc ça veut dire, mesdames et messieurs, préparez-vous à redéguster de la K-League. J'espère que K-League TV va toujours être dispo chez nous. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, j'ai pas vu d'informations comme quoi ça fonctionnait plus, donc ça devrait toujours être le cas. Donc préparez-vous pour les lives du samedi 6h du matin. Euh, euh, Bah, le premier match, tu obligé, hein. Jeanne Boukoulsan, bah oui, tu je pas sais le bien, choix. c'est pour ça. En fait, quand je dis préparez-vous, c'est pour moi, hein. Prépare-toi, Nico, pour ton live à 6h du matin. Mais oui, John Boukoulsan en ouverture à ses premières journées, voilà, on va pouvoir envoyer très vite. Donc voilà, vous allez retrouver forcément les live K-League à partir donc de fin février. Merci Baptiste pour la Corée du Sud. On va filer maintenant sur le dernier dossier. On va filer du côté de Cuba. Allô? Oui, alors tu aurais pu attendre la fin du jingle, mais on t'entend. Donc voilà, on va être avec Gabriel. On va parler de football cubain. Donc on va faire un petit peu le point. Pourquoi? Parce que Gab est à Cuba. Vous avez peut-être, si vous avez le mag, vous avez peut-être lu quelques articles cubains, hein, de la part de Gab. On en évoquera un tout à l'heure. Quand on évoquera Onel. Il y avait eu aussi un inside qui avait été fait du côté du championnat cubain
de ta part. Bref, on va aborder ce football-là. On va quand même commencer par poser un petit contexte historique en guise d'introduction. On va quand même rappeler que le football cubain n'est pas récent. Le premier match de la sélection, il date de 1930, mais le football est arrivé bien avant, hein, porté par les Anglais. Il a été joué aussi beaucoup par les Espagnols, que la première division cubaine s'est créée dans les années 10. Donc, si on parle d'un championnat de première division qui est centenaire, on peut aussi évoquer... oui, c'est plus le baseball, le truc des Cubains, Biscuit Prince de Lu, bien évidemment. On va en parler parce qu'il y a eu des choses là-dessus. On va quand même rappeler que dans les années 20, les clubs de la Havane faisaient des tournées à l'étranger, hein, et que des clubs européens venaient jouer à Cuba, notamment le Barça et le Real entre 25 et 30. Entre 1925 et 1930, qu'on va rappeler aussi, pour poser un petit peu le contexte historique, que Cuba a participé aux éliminatoires pour la Coupe du Monde 1934, a participé à la Coupe du Monde 1938, qu'ils ont mis en place un championnat professionnel à la fin des années 40, à la fin des années 50. Ça n'a pas résisté longtemps, puisqu'après, il y a eu la révolution qui a mis fin au football professionnel, et on va l'évoquer justement maintenant pour parler de ce championnat, Gabriel. Ce championnat qui est centenaire, je le disais, et qui a bien changé, en tout cas en termes d'organisation de ses équipes, notamment depuis 1977, parce que c'est très très particulier les clubs qui jouent, qui évoluent en première division cubaine. Oui, tout à fait. En fait, déjà, je voulais dire qu'il y a eu une tentative de football professionnel dans les années 50 quand même Ouais, aussi. c'est ça. Donc, il y avait une espèce, voilà, c'est ça, avec un espèce de championnat parallèle. Bien sûr, la révolution a fait que ça n'a pas pu continuer. Et en fait, à Cuba, le foot, ce ne sont pas des clubs. Ce sont des sélections régionales. D'ailleurs, comme dans tous les autres sports collectifs cubains, que ce soit le baseball, le volley, le basket ou tout ce qu'on veut, ce sont des sélections cubaines. Donc, ce qui fait que ce sont que des joueurs nés et résidents, c'est important aussi la nuance, dans la province, qui peuvent participer au championnat et donc jouer avec les clubs. Et qui ne peuvent jouer, en théorie, je te coupe 2 secondes pour Oui. bien que les gens comprennent, qui ne peuvent donc jouer que dans leur province. Exactement, leur province de résidence. Parce que les Cubains, pour le travail, n'ont pas le droit d'émigrer de région. Ils n'ont même d'ailleurs pas le droit d'émigrer à l'intérieur des différentes provinces. Bon, c'est assez complexe, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que si on commence à parler de comment fonctionne Cubain, on en aurait pour des années. Les Cubains eux-mêmes ne le comprennent pas, donc du coup, c'est pour dire. Et ce qui fait que les sélections ne sont pas des clubs, et en théorie, elles ont une égalité des chances pour arriver jusqu'en finale, voire gagner, puisque les budgets doivent être, en théorie, équivalents. Il n'y a pas de recettes publicitaires, ce sont que des allocations publiques. Ce qui fait que le championnat a été rapidement divisé en 2 zones, en fait, en 2 conférences, d'ailleurs, on pourrait les appeler d'ailleurs comme ça, parce que Cuba est quand même un pays relativement grand sur les Caraïbes, d'ailleurs la plus grande des Antilles, eux-mêmes se définissent comme ça, et donc du coup c'était impossible de faire jouer un championnat linéaire, on va dire, sur l'île, puisqu'il y a à peu près 1000 km d'un bout à l'autre. Donc du coup il y a rapidement eu ces 2 conférences, et c'est instauré un système de play-off pour arriver à une finale et désigner un champion. Donc, voilà un peu comment s'organise le championnat cubain. Et les formats évoluent, en fait, c'est surtout à cause de cette caractéristique de la largeur du pays et les caractéristiques économiques, sociales, politiques, qui font que on essaie de trouver la formule idéale en fonction du contexte socio-économique, politique. Ouais. Et par contre, il y a quelque chose qui est resté, c'est... Oui. Non, vas-y, termine sur le quelque chose qui est resté, et ensuite je poserai une autre question. C'est l'histoire des playoffs qui n'a pas changé. Après, sur les dernières années, ça a encore évolué, surtout à cause du Covid, parce que bien évidemment, ça a été suspendu. Ça a été suspendu pendant plus d'1 an, quand même, le championnat. Et les activités, d'ailleurs, en général, ont été suspendues pendant un bon moment. Et donc, du coup,
j'ai oublié un peu le fil de mon idée. Il y a eu encore des nouvelles formules et aussi pour rattraper le temps perdu, quoi. Ouais. C'est un peu ça qui a fait les derniers changements. Et on va y revenir sur l'évolution du format. Je vois que vous êtes en forme dans le chat. Il n'y a pas de Dynamo La Havane, de Locomotive La Havane ou de Spartak, si vous avez bien compris. Il n'y a pas le club de l'armée, le club de la police. Il y a le club de la province. Donc, voilà, ça marche comme cela. Tu l'as dit, hein, ce sont mais par contre, oui, vas-y. Ce sont des institutions et jusqu'en 1977, les clubs ou les équipes, on va les appeler, ou les sélections, avaient le droit d'avoir des surnoms. Et là, il y a beaucoup de provinces qui n'ont plus de surnoms, mais qui extra-officiellement en ont un. Donc c'est assez étrange, c'est-à-dire qu'officiellement on ne peut pas leur mettre, mais par exemple il y a les gladiateurs, les sucriers, on pourrait dire, il peut y avoir les cafeteros, les cafetiers, il y a les titans, donc ils ont quand même leur surnom, mais pas officiellement. Ouais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de Dynamo, de Dynamo, Spartak et compagnie. On n'est pas sur le modèle, le modèle soviétique complètement. Bref, on le disait. Alors là, pas du tout. On le disait, donc on a présenté un petit peu comment ça fonctionne de manière générale. Oui, Biscuit Prince de Lu, Gabriel qui parle. D'ailleurs, le son est nickel. On va toucher du bois, mais alors là, nickel. Il est à Cuba en ce moment depuis. Ça fait quoi, 2 ans que tu es là-bas? Non, ça fait un an. Ça va faire un an là en février. Ok, ouais. Ça fera 1 an en février. Il était au Chili avant et il est à Cuba maintenant. Tu le disais, tu as expliqué un petit peu le principe de fonctionnement des clubs, donc des clubs de province, des sélections de province, ces institutions publiques, etc., etc. La façon, on va aborder le format dans un instant. On va quand même rappeler que le dernier champion en titre, celui qui a gagné le dernier tournoi, c'est Artemisa. Hein. D'ailleurs, je peux même vous montrer. Alors, c'est pas le but d'Artemisa, c'est un but que vous pouvez trouver sur une chaîne YouTube qui s'appelle Goal Cuba, qui est très très bien, cette chaîne YouTube. Je vous mets le but de la finale aller, parce que Gabriel vous l'a dit, c'est des playoffs. Donc, il y a une finale aller-retour. C'était la finale contre. Santiago de Cuba, et vous allez voir que le but est plutôt sympa, le but du match aller. C'est pas le but d'Artemisa. Artemisa joue en bleu à ce moment-là. Ils ont gagné 1-0 au retour, ils ont gagné la finale au tir au but, il me semble, derrière. Bref, le dernier champion, c'est Artemisa. Vous avez vu le but si vous nous regardez sur YouTube, ou si vous ne le faites pas, je vous invite à y aller. Vous verrez qu'il était plutôt sympa. Il y a donc un nouveau championnat qui est censé démarrer, normalement, qui est censé reprendre le 11 février, mais tout est bien incertain encore pour l'instant du côté de Cuba. Oui, en fait, en théorie, il reprend le 11. D'ailleurs, il y a un problème à Cuba en général, mais encore plus dans le football, c'est la communication. C'est-à-dire que pour avoir l'information de quand commence le championnat, il faut vraiment être bien renseigné. Ne serait-ce que la finale entre Artemisa et Santiago de Cuba, la finale retour, elle était annoncée presque nulle part, elle n'était pas du tout diffusée. Et donc, du coup, l'incertitude plane sur le début. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu 2 événements, on va dire, majeurs du foot sur les dernières semaines qui ont été annulés ou reportés, on ne sait pas. D'ailleurs, c'est toujours un peu le problème de l'information parce qu'il y a des sources extra-officielles qui disent qu'elle n'est que reportée. Donc, du coup, la Supercoupe, c'était il y a 3-4 jours ou même pas, elle devait se jouer entre Santiago de Cuba, le champion d'avant. D'ailleurs, la finale était déjà entre Artemisa et Santiago de Cuba. Contre Artemisa, n'a pas pu être jouée à cause des problèmes de transport. Donc, en fait, les problèmes de transport, c'est surtout qu'il y a peu de pétrole et c'est très compliqué de se transporter, ne serait-ce que pour le cubain, le mortel cubain, c'est déjà compliqué. Alors, pour des équipes de foot, c'est encore plus compliqué, surtout que Santiago de Cuba est vraiment à l'autre bout et en face de Haïti, et Artemisa est en face de la Floride. On va faire simple. Donc, ça a été annulé, mais personne ne dit rien. Donc, du coup, les supporters arrivent, ils ne sont pas prévenus. Et il y a eu le 22 janvier la 4e édition de la Coupe des moins de 13 qui opposait Guantanamo, qui est une province qui n'est pas qu'une prison, d'ailleurs, qui est une province peuplée de Cuba, et contre la Havane. Et les gens, il y a eu un gros engouement, en tout cas local, pour cette finale, c'est quand même des moins de 13.
Et pareil, elle a été annulée, personne ne savait rien, donc les gens se sont massés autour du stade, parce que le stade de la Vanne où se jouent les matchs n'est qu'un terrain synthétique, sans tribune autour, il n'y a qu'une grille, mais les gens étaient massés. Donc ça prouve aussi l'engouement des Cubains pour le football. Malgré le peu de communication, il y avait des gens qui s'étaient massés pour une finale U13 nationale. Attends, je te oui. coupe 2 secondes parce que vas-y. je vous invite à aller lire dans les magazines. Hein, il y a eu l'Inside sur un match de championnat. Et justement, tu parlais tout à l'heure de l'aspect communication. Si vous allez lire cet Inside, vous allez voir que Gabriel, pour aller au stade, entre guillemets, au bout d'un moment, il ne sait pas trop où il est, ce stade. Il est un peu caché. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. On n'a pas vraiment l'impression qu'il y a un match qui va se jouer là. Donc tout cet aspect communication. Mais par contre, sur l'aspect footballistique pur, amour du football, dans les mags, tu nous expliques justement ces histoires de. Il me semble que c'était dans un mag que tu nous avais expliqué ça, de clés USB sur lesquelles tu peux acheter pour aller voir les matchs, les résumés de la Ligue des Champions et tout. Donc il y a une appétence footballistique une appétence pour le football du peuple cubain, très clairement. Ah oui, carrément. Mais moi, je dis qu'en fait, comme il y avait on pouvait voir peu de matchs, les Cubains, les jeunes Cubains adorent le foot. Mais je dirais que c'est un peu comme en Afrique. On arrive et on te demande t'es pour qui, pour le Real ou pour le Barça. C'est un peu ça en fait finalement. En fait, on consomme le football, pas forcément avec de l'argent, puisqu'il n'y a pas de maillot à acheter, mais on consomme tout ce qui est un peu paillettes. La Coupe du Monde, elle était retransmise en direct. Tous les matchs, 100% des matchs étaient retransmis. On l'a perdu ? Est-ce qu'on a perdu Gabriel ? J'ai l'impression qu'on l'a perdu. Je vais en profiter pour répondre à Prince de Lu. Oui, c'était lui qui avait fait le direct avec moi pour le match au Chili, le titre de la Católica. Voilà. Est-ce que Gabriel est de retour ? Parce que je le vois toujours là. Non, je ne le vois plus. On va attendre qu'il revienne. Il est en train de revenir. Vous allez même peut-être avoir droit à la caméra, j'ai l'impression. On va voir. Non, vous l'aurez pas. Est-ce que tu m'entends ? Oui, est-ce que toi tu m'entends ? Voilà, c'est bon, t'es revenu. Tu vois, ça n'a pas coupé longtemps. Oui, non, c'est possible. Il y a eu des petits soucis de communication. C'est possible que ça coupe. J'espère que non. Écoute, ça va. Franchement, en plus, le son est nickel. Donc voilà. Donc on parlait de l'appétence. Tu disais, on te demande si t'es pour le Real ou le Barça. On a entendu que tous les matchs de la Coupe du Monde étaient diffusés. L'intégralité des matchs était diffusée. Donc voilà. C'est pas. On sait que le baseball est le sport numéro 1, mais le football est très 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 suivi à Cuba. Non, mais il y a des choses assez amusantes. Moi, j'ai vu des Cubains qui ne sont probablement jamais sortis de Cuba avec des tatouages de Liverpool, du Barça. Il y a quelque chose d'assez amusant. Souvent, dans des restos, il y a des couverts, comment on dit, du Real. C'est-à-dire que moi, la maison que je loue, j'ai une assiette Real Madrid. Bon, voilà. Donc, c'est assez amusant. Donc voilà. Donc il y a ça. Et donc on va revenir sur le championnat. On a parlé du dernier champion. Et tu as parlé justement de ces formats. Tu as parlé de la difficulté qu'il y avait à avoir de la communication, à suivre. Alors, petite parenthèse pour la diffusion. Il n'y a pas de diffusion, même sur YouTube. Par contre, vous pouvez, et je vous assure que je l'ai trouvé, je pourrais vous retrouver le lien si vous le souhaitez, voir cette finale retour. Elle est disponible sur Facebook. La qualité est pas folle. Le cadreur, j'ai l'impression qu'il fait ça à la main. Donc il y a des moments où c'est un peu Cloverfield, si vous avez vu le film. Donc il faut être accroché au niveau de l'estomac. Mais il y a possibilité de voir la première mi-temps de la finale. Pas plus, donc de la finale retour. Mais bon, vous voyez, c'est donc assez compliqué. Et pour le championnat, on va revenir justement sur ce championnat. Tu disais, on essaye de trouver des formats pour rattraper le retard et tout. On a encore normalement, en 2023, un nouveau changement de format. Oui, alors je pense que ce changement de format, il est lié pour un peu rattraper le retard qui a été pris par rapport au Covid. Mais aussi, ils vont faire un tournoi Apertura et Clausura, ouverture et clôture, en 6 mois. Donc, du coup, ça fait que il faut réduire le nombre de matchs. Et pourquoi en 6 mois ? Parce qu'en juin, il y a la Gold Cup ou Copa de Oro en espagnol. On en reviendra après à la Gold Cup. Mais donc, du coup, le tournoi Apertura qui devrait commencer en théorie le 11 février, se jouera que sur des matchs allés.
Donc, du coup, certaines équipes joueront 4 matchs à domicile, d'autres 3, et vice-versa. Et après, il y aura des qualifiés. Alors, c'est les 3 premiers de chaque poule, chaque conférence, qui s'affronteront cette fois dans des matchs à aller-retour pour désigner le champion de l'année 2023. Et suite à la Gold Cup, en septembre, ça reprend un format relativement normal, avec un tournoi Apertura toujours avec le même nombre d'équipes, le même nombre de poules, mais cette fois en aller-retour. Donc on va condenser une saison sur 6 mois concrètement, avant de revenir à une saison normale à partir de septembre. Alors, je ne sais pas si ça vaut toujours, pour ce tournoi court, on va dire, mais normalement, sur l'Apertura, donc toutes les équipes jouent, et sur le Clausura, ce sont les 6 meilleurs, les 3 meilleurs de chaque poule. Et ce qui fait qu'il y a 2 équipes qui ne jouent plus d'ailleurs pendant 6 mois au passage. Bon, j'espère quand même pour eux qu'ils s'entraînent. Et en fait, les sélections peuvent recruter des joueurs des équipes éliminées. Alors, je ne sais pas sur quels critères, sur quelle base ça se fait, parce que forcément de l'argent, il n'y en a pas. Peut-être qu'on donne un peu de nourriture pour convaincre certains joueurs, ce qui est possible, hein, d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas. Mais voilà, donc c'est une espèce de championnat élite. Le tournoi Clausura est un championnat d'élite de Cuba, avec les meilleurs joueurs finalement qui vont s'affronter. Ouais, c'est un petit peu comme si l'Apertura était un tournoi qualificatif pour le tournoi final en fait concrètement. Voilà, on pourrait dire comme ça. Et la finale se jouera sur un match unique, au moins la finale de juin. Sur la saison d'après, 2023 pardon, et 2024, qu'on pourrait appeler saison 2024, je ne sais pas encore comment se jouera la finale. Et je pense peut-être que ça restera sur un match unique, vu les problèmes de transport, pour éviter de faire deux matchs avec tout ce que ça implique. Voilà un peu pour le format 2023 du championnat cubain. Alors voilà pour le championnat. Tu évoquais le remodelage de ce format du championnat pour 2023 en raison de la Gold Cup. Ça va nous faire la transition vers la sélection. On a fait une présentation un petit peu du championnat, un petit peu le contexte, un petit peu comment il fonctionne. On va s'intéresser à la sélection parce qu'il y a des choses qui ont changé ces dernières années. Alors on sait très bien que quand on évoque la sélection cubaine, les premières choses qui viennent en tête de beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des suiveurs ou même qui en sont, ce sont tous les phénomènes de désertion qui a eu lieu au fur et à mesure des différentes campagnes de Gold Cup, d'éliminatoires pour la Coupe du Monde. J'ai vu récemment un papier de Michael Chang qui avait fui en 2014 et qui expliquait qu'il n'a plus revu sa mère depuis 8 ans parce qu'il n'a pas pu revenir au pays entre-temps. Il y a eu ces phénomènes de désertion qui ont impacté la sélection, mais il y a quelque chose qui a changé à partir de juin 2013. C'est lorsque Raúl Castro revient un petit peu sur l'un des piliers de la révolution cubaine, c'est-à-dire qu'il autorise à ce moment-là, alors ça s'applique qu'au baseball à ce moment-là, mais il autorise ces sportifs cubains à avoir des contrats professionnels à l'étranger. Et ces choses-là ont fini par un petit peu ruisseler sur le football. Et il y a depuis peu donc pour la sélection et donc pour le football cubain, la possibilité pour les joueurs d'émigrer à l'étranger. On va dans un instant voir comment ça fonctionne, mais non, on peut même tout de suite le voir, d'émigrer vers l'étranger pour ensuite revenir revêtir le maillot de la sélection. Le cas le plus connu, tu en as parlé dans un des articles du magazine, c'est le cas d'Onel Hernandez, qui est le premier Cubain à avoir joué en Première Ligue, qui a eu le droit, lui, de revêtir le maillot de la sélection. Oui, en fait, pendant longtemps, même on va dire pendant très longtemps, c'était que, on va dire depuis tout le temps, c'était que des joueurs cubains évoluant à Cuba qui pouvaient évoluer en sélection. Et donc, avec cette règle que les baseballeurs, on va les appeler comme ça, puissent évoluer à l'étranger, finalement, pour le football, ça ne tenait plus trop la route, mais cela se maintenait. Il n'y avait aucune justification pourquoi on n'appelle pas les joueurs qui évoluent à l'étranger, sauf
les déserteurs, mais ceux qui ont émigré légalement, soit parce qu'ils sont nés à l'étranger, soit parce qu'ils ont émigré dans un processus tout à fait légal. Et en fait, en 2019, la fédération a décidé de les appeler. Alors, à Cuba, on les a appelés les légionnaires. Je pense que ça fait référence à la Légion étrangère, mais le pourquoi, je ne sais pas le pourquoi de ce nom. Et donc, on a appelé Onel Hernandez, entre autres, mais pas que, qui, lui, est devenu une star à Cuba parce qu'il a été le premier joueur cubain à évoluer dans un des grands championnats européens, au final. Donc, on parle de première ligue, oui, mais c'est aussi le premier à avoir évolué en première division d'un championnat majeur. Et il évoluait en fait à Norwich, et il est monté avec Norwich. Et donc, il a joué cette saison-là, 2019-2020, si mes souvenirs sont bons, ça doit être ça. Il a même marqué un but, donc ça a fait encore plus de bruit. Donc, YouTube fait que ça circule. Et donc, du coup, c'est devenu une starlette à Cuba. Moi, quand j'étais allé faire l'Inside, j'ai vu une dame avec le maillot de Norwich City floqué Onel. Donc, c'est assez amusant de voir ça à Cuba. Il y a aussi des joueurs qui sont nés à l'étranger. Je sais qu'il y en a un qui est relativement connu, qui s'appelle, on ne plus son nom complet, mais qui est surnommé Cavafé, qui jouait en 3e division espagnole. Je ne me rappelle plus exactement l'équipe, et qui a signé d'ailleurs en D2 autrichienne. Ça paraît un peu, je ne vais pas dire ridicule, mais ah oui, en D2 autrichienne, mais pour les Cubains, c'est déjà quelque chose d'assez impressionnant d'évoluer en D2 autrichienne. Et donc, en fait, avec ces légionnaires, ça a apporté un nouveau souffle à la sélection. Parce que ce sont des gens qui sont venus avec l'amour du maillot, avec l'envie de représenter leur pays. Onel Hernandez, il a vraiment clamé haut et fort qu'il voulait jouer. C'est même lui qui a peut-être fait un peu pencher la balance en faisant des vidéos où il disait « Moi, je veux représenter mon pays, mais on m'en empêche ». Et donc, du coup, ces joueurs qui évoluent dans des clubs structurés, même pas forcément des premières divisions du top européen, apportent leur vision du football, leur professionnalisme, leur connaissance tactique, et ça permet un peu de pousser vers le haut la sélection avec des apports extérieurs. Ouais, parce que ils évoluent peut-être dans des deuxièmes divisions, mais tu l'as dit, ils sont professionnels, ils évoluent dans des structures professionnelles. Et tu le disais, hein, vraiment, je vous renvoie vers ce papier sur Onel Hernandez. Il me semble que c'est dans le MAC 19 de mémoire. Je suis toujours nul pour me rappeler des numéros. J'ai toujours pas fait la liste. 19, moi je l'avais là, mais bon, peu importe, on le redonnera à l'occasion. Enfin, je cherche en tout temps. Et je sais plus lequel c'est, mais bon, je vous le dis, je mettrai le lien dans la description sur les replays, sur les différentes plateformes. Vous aurez le lien vers cet article et vous verrez que oui, Onel Hernandez est véritablement battu pour défendre le maillot de la sélection. Alors, c'est un peu tôt pour voir les effets. On vous le dit, Onel Hernandez, Gabriel vous le dit, c'est 2019, donc les effets à long terme sur la sélection, on les voit pas encore. On va remercier Jordan pour le sub 13 mois pour Odios. Ouais, merci, j'en ai besoin. C'est une private joke entre lui et moi. Si vous jouez à Sorare, vous comprendrez. La bise à mon Jordan. Donc c'est un peu tôt pour voir les effets sur la sélection. On va quand même rappeler qu'elle a été en quart de la Gold Cup en 2013 et en 2015. Évidemment, ce n'est pas lié à l'arrivée des étrangers. Vous avez bien compris, puisque les légionnaires, c'est plus récent que ça. Qu'elle était en Ligue A de la première Nations League. Elle a été reléguée en Ligue B parce qu'elle était dans un groupe avec les États-Unis et le Canada. Voilà, bon courage. Qu'aujourd'hui, elle est leader de sa ligue, de son groupe de la Ligue B. Donc, sur le point, il reste 2 matchs à disputer. Elle est donc potentiellement, elle est en course pour la qualification pour la prochaine Gold Cup 2023. Mais c'est une sélection, Gabriel, qui a un souci aussi ces derniers temps. On revient sur les problèmes d'organisation, etc. C'est une sélection, malheureusement, qui n'a plus beaucoup joué depuis juin dernier. Ses prochains rendez-vous de CONCACAF Nations League, c'est en mars. Elle n'a disputé depuis juin dernier que 2 matchs amicaux contre la République dominicaine. Oui, c'est ça. En fait, c'est entre les problèmes d'organisation, les problèmes de Covid, parce que jusqu'à juin 2022, ou un petit peu avant, ils jouaient même leur match à domicile au Guatemala.
Donc du coup, d'ailleurs, quand Onel Hernandez venait, parfois il est arrivé, je ne sais pas si même moins de 24 heures avant le match. Donc ça prouve aussi la motivation du joueur. Parce qu'arriver dans un autre pays qui n'est pas le tien, arriver, te mettre, jouer, tout ça, voilà. Donc du coup, mais ça c'était surtout à cause du Covid et je pense des questions de papier, que c'était plus simple, tout ça. Je pense qu'il y avait des questions comme ça. Et donc du coup, ils ont même joué 2 fois contre le Guatemala, une fois à domicile à l'extérieur, mais les 2 au Guatemala. Donc c'est assez étrange. D'ailleurs, les 2 matchs contre la République dominicaine se jouent en République dominicaine. Les 2 amicaux de novembre. Oui, mais alors pour parler un peu de tous les soucis d'organisation, c'est-à-dire qu'en juin, ils ont fait quand même des matchs de Ligue des Nations, de Nations League, de Gold Cup, et ils ont fait quand même à domicile. Ils jouent à Santiago de Cuba, donc qui est à l'autre bout. Donc pour moi, malheureusement, c'est un peu plus compliqué d'y aller. Mais et en fait, en septembre, ils devaient jouer. Alors je ne me rappelle plus contre quelle équipe, si c'était Antigua et Barbuda, Saint Kitts et Nevis ou Saint-Vincent-les-Grenadines, et les 2 matchs avaient été annulés en septembre. Je crois que c'est Saint Kitts. Ouais, voilà, enfin un des 3. Bon, en tout cas, c'est pas des très grands pays, on va dire, par la taille, hein, avec le respect qu'on peut avoir pour ces pays. Et donc du coup, ils ont joué en novembre contre la République dominicaine. Et les 2 ont été joués là-bas à 3 ou 4 jours d'intervalle, hein, pendant la fenêtre FIFA. Et les résultats ont été relativement bons. Donc il y a eu un match nul, je crois, le premier match, et ils ont gagné 4-2 sur le deuxième. C'est l'inverse. Mais là aussi. Bon, ben, c'est l'inverse. C'est ça, il y a un nul et une victoire. Ils sont revenus avec un nul et une victoire. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que au dernier classement FIFA, Cuba n'a pas pu monter de place, même si c'est peu de place, c'est toujours sympa de monter. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont même pas déclaré à la FIFA ces matchs-là, ces matchs amicaux. Alors, c'est pas vraiment pourquoi, mais peut-être parce qu'ils n'avaient pas d'arbitre FIFA, peut-être ça fait des frais supplémentaires. Mais donc, du coup, même leur succès en matchs amicaux ne leur sont pas aussi bénéfiques qu'ils pourraient l'être. Et on parlait aussi de la diffusion retransmission. Comme la télé cubaine ne les retransmet pas, ben, il fallait aller sur le YouTube de la Fédération de République dominicaine pour pouvoir voir ces matchs-là. Mais c'est plutôt de bon augure. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes. Vous pouvez voir les résumés de ces matchs-là. Ils sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez voir les buts des matchs. Ils y sont pas tous. Il manque un but cubain, il me semble, sur le 4-2. Mais vous pouvez voir vous pouvez voir les images. Vous pouvez voir un peu ce que fait cette sélection. Et de manière générale, si vous voulez voir ce que fait la sélection, il y a la Nations League qui, pour le coup, elle est là. Et vous avez les résumés des matchs. Vous pouvez voir comment évolue la sélection cubaine. Vous pouvez même suivre les matchs de Nations League quand ils sont diffusés. Ouais, et donc malgré, on pourrait dire, le marasme ambiant, même d'ailleurs pas que au niveau football, il y a des choses plutôt positives avec l'arrivée de ces légionnaires et leur apport qu'on pourrait penser bénéfique, ce que je disais en termes de professionnalisme, d'expérience, et aussi ils sont premiers de leur groupe A groupe A de Ligue B de Nations League. Donc du coup, ça leur permettrait, en remportant ce groupe, d'aller directement à la Copa América. Et aussi de repasser en Ligue A. Donc, du coup, c'est plutôt de bon augure malgré tout ce qu'on a pu dire. Exactement. Et l'autre effet de l'ouverture on peut pas dire aux légionnaires, c'est très bien plutôt que de dire les étrangers, entre guillemets. Non, les légionnaires, l'ouverture à ces légionnaires-là, l'autre effet de cela, il est dans l'autre sens, c'est-à-dire que maintenant, les joueurs cubains s'exportent de plus en plus, Gab. Et justement, on va faire un petit point là-dessus, et ce sera le dernier point que l'on fera sur le foot cubain. Vous voyez, on a fait le championnat, la sélection, et on parle des joueurs. Maintenant, les joueurs s'exportent. Ils s'exportent où, les joueurs cubains, de manière générale ? Là, sur les 2 fenêtres, c'est peut-être là où il y a eu la plus grosse quantité de transferts de joueurs cubains. Faut dire qu'en fait, les joueurs cubains ne sont pas vraiment libres. Ils dépendent de l'organisme national qui gère leur contrat, donc ça a toujours été très opaque. Il semble que ça le soit un petit peu moins. Et donc, du coup, ces joueurs-là, ils s'exportent surtout dans les Caraïbes, un tout petit peu aux États-Unis, mais là, c'est vraiment sporadique. Mais les joueurs cubains font le bonheur des clubs, surtout costaricains. Donc, on peut citer parmi les joueurs costaricains les joueurs cubains, pardon, qui ont réussi au Costa Rica. On peut citer Marcel Hernandez, qui est devenu il y a quelques mois le joueur étranger
ayant marqué le plus de buts dans le championnat costaricain. Là, il y a quelques jours, il est passé à 100 buts alors j'ai la stat, en 172 matchs, donc c'est quand même pas mal C'est comme, très, très comme solide. stat. Ah ouais, c'est très solide. Et c'est vraiment, alors c'est une star pour les Cubains, mais je pense que c'est un joueur reconnu et probablement une petite star au Costa Rica. D'ailleurs, il a été impliqué dans une histoire de polémique sur un classico parce qu'il devait signer pour un des deux gros clubs. Enfin, je ne connais plus les détails et ça a fait une polémique. Enfin, vraiment, il est très bien intégré dans le championnat costaricien ou costaricain, je ne sais plus comment dire en français. Et après, il y a aussi Luis Paradela qui a été champion avec Saprissa. Il y a quelques semaines, et qui lui a été élu d'ailleurs meilleur joueur cubain de l'année 2022. Donc du coup, ces deux joueurs font le bonheur du championnat du Costa Rica, mais il y a des joueurs qui signent en D2 du Costa Rica, en D1 du Costa Rica. Il y en a aussi un joueur qui a signé au Pérez Celedón du Costa Rica. Luis Paradela, voilà, j'en avais parlé. Donc du coup, ça c'est le principal source des joueurs. Il y a aussi le Guatemala, donc notamment au Deportivo Mixto avec deux joueurs qui ont signé là-bas cet hiver, à Richard Hernandez, qui est le champion capitaine titre, de la sélection. Exactement. Voilà, oui, j'allais dire le capitaine de la sélection. Il est arrivé de République dominicaine, mais donc il a signé là-bas. Et il y a aussi un jeune défenseur, Mario Peñalver, qui a dû être champion avec Artemisa, je crois qu'il vient d'Artemisa, qui est lui aussi international, et il a signé, pareil, dans le même club Deportivo Mixto. Après, il y a Karel Espino, qui est assez amusant parce que son deuxième prénom, c'est Aldaïr. Donc, il y a 21 ans, on s'imagine un peu l'inspiration. L'influence, voilà, l'influence, qui a signé au Comunicaciones, qui est aussi un bon club du Guatemala. Ça signe aussi au Nicaragua. Michael Reyes a signé au Jalapa. Il y a aussi un joueur de Santi Spiritus, un autre de Santiago de Cuba qui a signé au Real Madrid, pas Real Madrid. C'est un peu comme le Juventus FC de Nicaragua. Voilà, on s'inspire un peu de ce qu'on veut au Nicaragua. Et il y en a aussi quelques-uns. Enfin, je sais qu'il y en a un qui a signé en République dominicaine il n'y a pas longtemps. Et il y a aussi 6 ou 7 joueurs qui évoluent à Antigua et Barbuda. Donc c'est assez amusant parce qu'Antigua et Barbuda doivent être beaucoup plus bas dans le classement FIFA, mais au moins le foot est professionnel ou semi-professionnel, au moins ils sont payés, donc du coup ils évoluent un peu là où ils peuvent. Mais on le voit, ça, voilà un peu. On le voit, c'est ça s'exporte. Je vous ai mis à l'image, si vous regardez sur YouTube ou si vous êtes, si vous regardez un replay. Même si vous êtes en direct avec nous, forcément vous le voyez. Le compte Alexander Ramirez Tapanes, qui est la personne qui est derrière Gol Cuba sur YouTube. Vous pouvez suivre ce compte-là et aller voir cette chaîne YouTube si vous voulez vous intéresser un petit peu au foot cubain, qui a listé les Cubains qui jouent en Amérique centrale. Plusieurs vous ont été cités à l'instant par Gabriel. Suivez ce compte si vous voulez vraiment vous intéresser au foot cubain, c'est hyper intéressant. Donc voilà, on le voit, il y a quand même ce phénomène où ça s'exporte dans des footballs professionnels et on peut, ça sera un petit peu la conclusion, Gab, on peut imaginer qu'à terme, ça permette aussi de professionnaliser un petit peu plus le football cubain. La question, c'est de savoir si au niveau de la fédération, on a... Je ne vais pas dire les moyens parce qu'on a bien compris que la période est compliquée, mais l'envie surtout de professionnaliser un peu ce sport. Moi j'ai quand même un doute parce que ne serait-ce que pour avoir l'information de la finale, il n'y avait pas sur le Facebook parce que c'est surtout par Facebook que ça marche. Voilà, donc j'aimerais y croire, mais c'est compliqué. C'est compliqué. J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas favoriser le football. Soit parce que ça peut donner des rêves au peuple cubain, mais le peuple cubain, il a accès à tout. Donc, du coup, je ne sais pas trop. Soit ils ont peur que le baseball baisse. J'ai du mal à... Ou soit ils sont incompétents, ou soit un peu de tout. Enfin, c'est un peu de tout ça. Là, mais peut-être qu'à plus long terme, justement, ces joueurs-là qui ont été connaître des footballs professionnels, qui ont été vivre dans des environnements professionnels, eux aussi, quand ils arrêteront leur carrière, auront peut-être envie de développer un petit peu plus le football dans leur pays et prendront les choses en main.
Voilà, c'est quelque chose qu'on suivra forcément à suivre sur le long terme. Il y a un phénomène il y a une dynamique, on va dire, qui s'est mis en marche au niveau des joueurs. Pas forcément, vous l'avez compris, au niveau des instances. Voilà, mais en tout cas, les joueurs, pour le coup, sont assez moteurs de ce qui se passe, que ce soit au niveau de certains clubs ou de la sélection. À voir sur la durée. On vous invite à suivre la CONCACAF Nations League et donc le parcours de Cuba dans sa Ligue B. Gabriel vous le disait, ils sont leaders du groupe A. On a montré le classement tout à l'heure. On va voir s'ils arrivent à revenir dans la Ligue A, mais surtout en gagnant leur groupe de Ligue B. On le disait, c'est la Gold Cup 2023 pour eux et c'est forcément un moment important pour cette sélection. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que l'on voulait vous présenter un petit peu sur le football cubain. Je mettrai les liens vers les articles de Gab si vous voulez plonger un petit peu plus là-dedans, qui ont été publiés dans 2 magazines différents. Onel, c'est dans le 12. Ça, je m'en souviens, c'est sûr. L'autre, je pense, c'est 19 ou 20. Je ne sais plus lequel des deux. 19, oui, c'est peut-être l'Inside. Hein. Ouais, mais j'avais 19, fait aussi c'est une interview d'un ami qui parlait un peu du foot à Cuba dans le 13. C'est ça, le 11, pardon. et c'est dans celui-là où tu évoques les histoires de clés USB, etc. Effectivement, je l'avais zappé. Exactement, le fameux paqueté. Exactement, tu as bien fait de le rappeler parce que tu vois, je l'avais zappé pour le coup, j'ai mal fait mon travail. Bref, merci Gab pour Oui, juste dernier truc et je conclue. Enfin, je voulais rendre hommage à Alexander Ramirez parce qu'il fait vraiment un boulot. Moi, je suis en contact avec lui dans le temps et il fait un boulot. Voilà, il met beaucoup de sa personne, de son temps, de son argent et voilà. Donc, je suppose que tu mettras le lien vers son Twitter. Ouais. Et voilà. Je mettrai le lien vers son Twitter et vers la chaîne YouTube Goal Cuba. Il y a beaucoup de vidéos très intéressantes. Il y a des buts. Il y a voilà. Si vous avez envie de plonger, de découvrir un peu plus, eh bien vous voyez, il y a les moyens d'aller découvrir ce qu'on pourrait dire ces autres footballs parce que oui, alors eux pour le coup sont encore moins médiatisés, mais on continue de les suivre. Voilà pour le dossier Cuba. J'espère que ça vous donnera envie d'aller en savoir un petit peu plus. On sera toujours un petit peu dans le coin pour continuer de regarder ce qui se passe. Et forcément, Gabriel qui est sur place, on continuera de faire appel à lui pour en parler plus en détail. On va passer à la toute dernière, très courte forcément, cette semaine, rubrique de cette émission. Et là, pour le coup, si vous êtes sur des replays, si vous êtes sur les podcasts audio, dirigez-vous vers la partie YouTube ou Twitch parce qu'on va passer au Golasso Hello, les fameux Golasso Hello. Ils sont de retour parce qu'on a beaucoup de championnats qui ont repris. Donc forcément, on peut maintenant avoir une sélection un petit peu plus large. On va y aller, je vous propose de découvrir la première sélection 2023 des Golasso Hello. Accrochez-vous bien parce qu'il y a du lourd. Vous allez donc pouvoir choisir quel est votre préféré, comment faire. Il faudra aller sur Twitter, sur le Twitter de Lucarne Opposée. Dès la fin de l'émission, je vais lancer un sondage. Je remettrai les buts pour que vous puissiez les revisionner plus calmement. Et donc, vous allez avoir une semaine pour élire le premier Golasso Hello de l'année 2023. La semaine prochaine, il y aura une autre sélection de 4 buts pour lesquels il faudra voter. Et puis donc, dans 4 semaines, on passera au Golasso Hello du mois. Voilà, on arrive au terme de cette émission. On va évidemment vous remercier de nous avoir accompagnés pendant celle-ci. On a eu un petit peu de mal au départ, ça a pris un petit peu de retard, mais on est là quand même, on a quand même réussi à la faire et ça s'est fait de manière très propre même parce que le son de Gab était parfait, ça n'a pas été toujours le cas avant l'émission pour tout vous dire. On était un peu inquiets, mais ça s'est passé remarquablement bien. Bref, on vous remercie d'avoir été avec nous dans le chat. On vous remercie si vous nous écoutez. On vous invite bien évidemment à vous abonner aux différentes plateformes qui passent au-dessus de nous, à nous suivre sur ces plateformes, à vous abonner si vous le pouvez ou si vous le voulez. C'est un moyen de nous soutenir. Vous pouvez le faire notamment sur Twitch. Vous voyez qu'en dessous de moi, il y a une barre d'avancement et on nous fera des petits tirages au sort pour les subs, où les subs auront plus de chances pour faire gagner des livres aux Lucarnes Opposées, comme par exemple le dernier 22 juin 86 qui est ici, ou des magazines, on fera des petits lots, et puis à terme on vous fera gagner le fameux maillot que Pierre nous a ramené de Colombie, le maillot du joueur français, du premier joueur français à avoir joué en Colombie. Voilà, on va vous remercier d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous sur Twitch ce mardi soir pour le Sudamericano, une soirée de Sudamericano qui va commencer aux alentours de 21h pour nous et elle se terminera quand on aura envie qu'elle se termine. Bref, on vous donne rendez-vous demain. Sinon, pour le 9-10, rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure, avec moins de retard cette fois-ci, promis. D'ici là, continuez de regarder du foot. Abraço a todos.